Et depuis, vous avez refait de la télé? Si je vous dis Christophe de Chavannes, à quoi est-ce que vous pensez? On peut penser à ses émissions cultes, Ciel Montmardi ou Coucou c'est nous, à ses fidèles chiens qui l'accompagnent partout, ou encore à son combat contre le sida depuis bientôt 30 ans. Et en fait, les mecs faisaient la queue pour me serrer la main, pour me dire c'est grâce à toi que je suis vivant peut-être. Mais Christophe, c'est avant tout un homme de télé. C'est lui qui a présenté pendant plus de 10 ans les émissions qui rassemblaient les plus fortes audiences de TF1. Qui es-tu en dehors de ce couillon que les gens connaissent déjà? Pourtant, le parcours de Christophe est loin d'être un long fleuve tranquille. Quand c'est facile, c'est pas drôle. Mais quand c'est trop difficile, c'est très fatigant. Alternant carton plein et échec à l'antenne, Christophe doit sans cesse subir les conséquences de la dure loi de l'audiovisuel. Animateur de caserne commerciale qui ferait mieux de rentrer chez lui. Ça, c'est mon tout premier papier. Et ben ça motive. Mais donc est-ce que quand on croit en toi, t'as moins envie de te donner? Comment garder la passion quand les résultats ne sont pas au rendez-vous? Qu'est-ce que ça fait vraiment d'être célèbre? Je suis allé voir Titanic avec une perruque, quoi. Comment réussir à se réinventer et faire son grand retour dans le nouveau talk show du samedi soir qui cartonne? Quand on m'a proposé ça, c'était une embellie, quoi. Ce talk show, c'est l'émission Quelle époque présentée tous les samedis soirs par Léa Salamé à 23h sur France 2. J'ai eu la chance d'y participer, et bien que des mauvaises langues aient tenté de faire dire le contraire, en réduisant mon avis sur le monde de la télévision à cette émission en particulier, c'est l'émission que j'ai le plus de plaisir à regarder en télé aujourd'hui. Je vous le dis très sincèrement, c'est à mes yeux une émission qui a réussi à trouver le parfait équilibre entre réflexion, débat et humour, et je vous invite chaudement à la regarder samedi prochain. Bref, c'était mon petit message de remerciement à Léa et Christophe, qui en plus d'être deux excellents journalistes, sont de très belles personnes. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à 2 amis autour de vous qu'il pourrait intéresser, et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Christophe de Chavannes. Ça, vas-y, parce que ça, moi, j'aime pas du tout. Ah, mais c'est pour ça que tu me les offres, c'est trop cool. Je suis la gentillesse incarnée, tu vois, je suis quelqu'un d'altruiste. Non, ça, j'adore quelqu'un qui dit, tiens, t'en veux, j'aime pas. Je trouve ça toujours généreux. Tiens, ça vient du cœur, La quoi. bonté même, la bonté même. Ouais. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment ça s'appelle, des calissons, non, mais non, c'est pas des je trouve pas ça calissons, gourmand. c'est des façons calissons. Ok, mais Et ils ont 3 mois, non? Un peu plus. Non, mais mais ça se conserve, non? Non, mais tu te fous du monde, en fait. On va dire aux gens que c'est quand même grâce à Léa que t'es là. Léa Salamé. Ça te dit un truc? Tu sais, elle présente une émission le samedi soir. Politique. Oui, les journalistes politiques. Non, qui fait les émissions politiques de la 2. Avec quelqu'un qui s'appelle Christophe de Chavannes. Ah non, ça, c'est pas une émission politique, ça, c'est une émission d'infotainment, comme on dit, de divertissement et un peu d'information, ou de temps en temps, on reçoit des gens d'ailleurs qui n'ont pas grand intérêt. Moi, je le regarde, j'aime bien. Bon, écoute, Christophe, on va commencer, parce que je te connais, voilà. Maintenant, avant qu'on... Je te connais quoi? Je sais comment tu peux être. C'est-à-dire? Non, parce que là, tu vas te présenter, donc j'ai pas le droit de dire avant moi ce que je pense de toi. D'abord, tu vas me dire toi, non, Christophe, qu'est-ce pour que les personnes... Qu'est-ce que tu es en train de sous-entendre? Mais je veux pas te laisser faire, fallait pas m'inviter. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que je sais que tu peux avoir une grande tendance au second degré. Et oui. C'est très bien. Ah oui, même... Mais dans le podcast, j'aimerais bien qu'on soit aussi un peu dans le premier degré. Ah, c'est-à-dire que tu penses que les gens vont penser que je pense vraiment que tu m'as fait de la merde. Ça, c'est vrai. C'est vraiment de la merde. Mais en revanche, que je ne t'en veux pas, ça, c'est vrai aussi. Non, mais ça, je pense que les gens en ont conscience. Ce que je veux dire, c'est que les gens... Tu veux dire que les gens qui t'écoutent sont un peu couillons? Non, je veux dire que les gens qui m'écoutent, justement, ont envie de savoir vraiment qui tu es et d'aller au-delà de l'aspect purement humoristique qui te caractérise, mais c'est ma vie, ça. Mais qui ne te réduit pas, qui ne te résume pas. Le monsieur en taxi qui m'a amené... avec lequel j'ai passé une grosse heure, hein, donc je veux dire, parce qu'on est quand même à l'autre bout du monde, et je ne savais pas qu'il fallait que je prenne mon passeport, j'ai eu peur un moment. Et au moins, tu es arrivé à bon port. Il a passé un très bon moment, je ne suis pas en posture hein, quand je fais le couillon ici avec un micro devant ma bouche. Je fais le couillon dans ma vie, et encore plus quand ça ne va pas. Et comme ça va pas tout le temps, je fais encore plus le couillon. Oh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qui es-tu en dehors de ce couillon que les gens connaissent déjà. Donc, je vais en revenir à ma première question, Christophe, qui est de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Non, alors que je me présente, moi, je m'appelle Christophe de Chavannes. Je déteste ça, en fait. Te présenter mais c'est pour ça que je dis de la façon dont tu le souhaites. Si jamais tu veux dire j'aime les calissons mais pas les dégueux, tu le dis, mais juste présente-toi. Oui, ça c'est fait, c'est vrai. Regardez, on va pas l'enlever. Je vais vous dire qui je suis. Christophe de Chavannes, j'ai fait de la télé pendant des années. Avant, je faisais de la peinture, des appartements comme ça, ou un peu plus grands, que je refaisais pour les parents de mes différentes petites copines, ce qui me permettait de vivre. Je suis né d'un homme et d'une femme.
qui ont divorcé quand j'avais 18 ans. J'habitais Montmartre, une petite maison que j'ai quittée assez pas vite, parce que je suis resté avec ma Rome, parce qu'ils se sont séparés, donc je suis resté avec ma mère pour pas qu'elle soit toute seule. T'étais fils unique ? Non, j'avais une sœur qui est morte maintenant, la pauvre chérie, mais qui avait 50 plus que moi, mais qui est morte, elle avait 60 ans. C'était jeune. Et qui était la plus jeune avocate de France à 21 ans, à l'époque. Ouais. Incroyable. Alors que moi, je ramais ma race, évidemment, et donc j'avais droit à... regarde ta sœur. Oui, mais c'était pas à un point humiliant, quoi. C'était juste, on n'est pas rendu. Voilà. Tu regardes ta sœur, je dis oui, mais là on est c'est le mutantisme. C'est autre chose, donc moi, non. Moi, je sais faire 2-3 autres bricoles, mais il ne faut pas s'inquiéter. Quand je trouverai ce que j'aime, je saurai le faire. Et voilà, j'ai fait 3 enfants avec 3 mamans différentes. C'était une vie professionnelle très compliquée en dents de scie. Et je pourrais dire qu'en parallèle, ma vie privée, c'était à peu près la même chose. Pas forcément au même moment, les dents. Mais, au moins, c'est peut-être complémentaire. Doublement fatigant, vous voulez dire ? Non, ce que je veux dire, c'est que tu as peut-être une traversée du désert professionnel, mais qui était une apogée amoureuse, plutôt que 2 traversées du désert. Non, j'ai eu des moments... oui, j'ai eu des moments avec des creux de dents pour le métier, qui ont été des hauts de dents pour la vie personnelle. Quelquefois, j'ai eu des creux de dents et des creux de dents. Ça, c'est dur. Oui. Ah oui, non, là c'est plus que dur, mais j'ai plus souvent eu ça. Parce qu'en fait, ma vie est assez bordélique en gros. Donc, j'avais une compagne qui m'a dit que j'avais eu 1000 vies. Alors, c'est peut-être beaucoup, mais on va dire que niveau tout, j'ai pas chômé. Le bordel. Non, mais vraiment, un vrai merdier. Mais travailler. Voilà, donc c'est quand même ça aussi qu'on travailler. Le truc était travailler. Ouais, tu t'es pas laissé porter. Ah non, je me suis tu t'as toujours pris en main et j'ai pas pris en main. Pris le poids de ta vie. Ah non, j'ai pas pris en main parce que tu prends pas un truc en main que tu décides pas. Mais j'ai géré au mieux, au moins pire. Oh, mais tu décides un peu, par exemple. Moi, j'ai vu que tu avais fait des études d'art d'abord. Donc c'est quand même, ça interpelle. Non, j'ai fait 3 mois d'école de dessin, place des Vosges, et quand j'ai vu que les mecs savaient dessiner, j'ai dit non. Je vais faire autre chose parce qu'ils avaient tellement de talent que c'était pas jouable pour moi. Et c'est pas de l'autocensure, ça ? Tu penses que c'est de la lucidité ? Oui, je dessine comme une merde. Pourquoi t'étais en école de dessin ? Parce que j'avais envie de bien dessiner. Et pourquoi t'as pas persévéré ? Mais parce qu'en fait, tu ne peux pas, si tu sais pas dessiner... Tu penses que c'est un don ? Oui. Comme la musique, comme... Moi, je pense, oui. Je pense qu'un mec qui sait vraiment... il saura, voilà, s'il n'a pas un certain don de départ, il ne saura pas jouer de piano. Je pense. Je pense qu'il y a une part en effet d'inné, mais une grosse part d'acquis. Et d'ailleurs, pas mal de joueurs de basket le disent, tu vois, c'est pas forcément les plus grands. Tu parles à un ancien basketteur. Hein, ah bah en plus. Qui avoir ma taille. Ouais. Oui, mais ça, j'ai joué du basket à cause de ça, moi. C'est ma mère, le pédiatre lui a dit, mettez-le au basket, parce qu'elle était très inquiète. J'ai eu droit à l'âge osseux. L'âge osseux, c'est un truc qu'on fait quand les gamins sont pas très hauts et que c'est en général la mère qui flippe et le petit qui est complexé. Et donc, on m'a mis au basket. Inutilement, parce que ça ne m'a pas fait grandir. Et honnêtement, prendre en permanence des coups de couille, faut le dire, dans la tête, c'est parce que les mecs sont grands. Oui, voilà, genre au basket. Très grands. Voilà. Et ça a empiré le complexe que tu avais ou ça n'a rien changé ? Non, ça n'a rien changé. Mon complexe, il s'est barré un peu avec ma célébrité. Voilà. En gros, je suis devenu célèbre, je suis devenu grand et beau. En gros. Mais c'est d'ailleurs, on le voit, je trouve qu'il y a pas mal d'hommes politiques qui, par rapport au reste de la population, les hommes sont souvent plus petits en politique, comme s'ils avaient essayé de compenser. Ah, mais je pense qu'il y a une compensation, mais c'est sûr, quand je me battais, je me prenais une branlée, d'ailleurs je me battais le moins possible, c'est pas mon caractère, mais j'avais des copains qui me disaient, vas-y, frappe au visage, j'aime pas le sang, je détestais... Enfin, j'ai pris quelques pains, j'ai fait un sport de combat, pendant longtemps, du Viet Vo Dao, pendant 7-8 ans. J'en faisais genre, 6-8 heures par semaine. Non, j'étais super complexé par ma taille. Puis les enfants sont super pourris quand même. Ouais, c'est vrai. Le nain, le nabo, ferme ta gueule. Tu vois, qu'est-ce qu'il a le nabo Non. Et comme ma mère, en plus, était parfois un peu radine, le peu que je grandissais, ça se voyait parce que mes pantalons étaient les mêmes depuis 3 ans. Et donc, une fois qu'on avait été tapé dans tous les ourlets avec la marque de l'ourlet à chaque fois,
Même si je grandissais pas beaucoup, Nabo, t'as eu un feu de plancher. Ils sont durs. Oui, enfin, non, ils le sont toujours. Oui, puis pire. La même. différence, en fait, reste Alors ça, c'est la grande question. moyen, je sais pas, de dévaloriser l'autre pour se revaloriser soi-même. Il n'y a qu'à voir les drames qui arrivent avec ces putains de réseaux sociaux. Hein. Ouais. Donc. Ça, c'est sûr. Et non, toi, du coup, t'as été complexé très longtemps, de ton enfance à ta vingtaine, quoi. Oui, et puis je veux dire, moi j'ai jamais eu, à part une fois dans ma vie, une fiancée plus petite que moi. Je me suis marié avec une femme qui devait mettre 78. Alors ça, là, on n'est plus dans le complexe, on est dans le challenge, c'est autre chose. C'est vrai. Non, mais... Ah ouais, 1m78, ouais. Par exemple, il m'est arrivé dans ma vie d'être sur des sites de rencontres. Eh bien, quand il y a marqué je préfère les grands ou je cherche les grands, j'y vais direct. Parce que je trouve que d'abord, c'est tout à fait anormal. Ouais. On devrait avoir nos chances. Entre guillemets, on devrait avoir nos chances. Et que c'est... Non, puis ça me fait marrer parce que... Oui, tu te dis, du coup, si elle m'apprécie, ce sera vraiment pas pour ma taille, quoi. Oui, je me dis même un truc un peu plus macho que ça, qui est... ok, il y a l'échelle est haute, mais voilà... C'est un challenge de plus. Enfin, comment dirais-je, un challenge. Mais en fait, si la personne ne vaut pas la peine de passer 5 minutes, tu passes pas 5 minutes. Mais si la personne vaut la peine, c'est pas la taille qui va arrêter, quoi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu soulignes, parce que je pense que c'est une grosse différence dans le genre. Je sais pas si tu l'as remarqué, parce que t'as 2 ou 3 filles. 2. T'as 2 filles et un garçon. Ok. Ouais. Mais je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu vois ce que tu décris là. Je pense qu'il y a peu de femmes qui auraient la même réflexion. Et ça, je pense que c'est une éducation. C'est-à-dire qu'inconsciemment, les hommes sont éduqués à vouloir relever des challenges, même s'ils n'ont pas forcément les compétences. C'est-à-dire que toi, tu as vu sur un site de rencontre, aime les hommes grands, tu t'es dit, c'est pour moi. Moi, si jamais, je sais pas, sur un site de rencontre, je vois aime les femmes, je sais pas, hyper bronzées, ou surmaquillées, voilà, qui prend vraiment vachement soin d'elle et tout, jamais je me dirais, allez... Et encore, là je prends un exemple, c'est limite contre mes valeurs, mais peut-être quelque chose qui me fait peur, genre aime les femmes, je sais pas, hyper sportives. En soi, je suis sportive, mais déjà pour une femme, c'est difficile de se qualifier, tu vois, de hyper sportive ou athlète, ou voilà. Et en fait, je me dirais vraiment, alors je suis pas au niveau. Tu vois, il y a cette espèce de dévalorisation plus naturelle. Ouais, tu le prends peut-être un peu trop Franchement, au sérieux. Non mais dites-nous les personnes qui nous écoutaient. Moi j'ai le droit de vous dire par exemple que vous avez une jolie chemise. C'est vrai. J'ai le droit. Et on a le droit de dire que c'est Pauline, ta fille, qui a créé la marque Paulette. Paulette Paris, ouais. Voilà, avec des chemises faites en France et faites à partir de chutes de tissu. Donc ça, on peut totalement le dire. Ouais. Mais tu demanderas aussi à Pauline si elle aurait fait comme toi sur le site de rencontre. Bon, je crois pas que je vais parler à Pauline de mes problèmes de site de rencontre, mais non, je pense que tu sous-estimes la différence. Est-ce que toi, t'as non, essayé de faire en sorte... la petite, elle est complexée par sa taille, par exemple. Et si jamais un mec vu que c'est quand même le sujet, sur un site de rencontre, aime les femmes grandes, t'inquiète qu'elle va pas y aller. Parce qu'elle est déjà trop complexée. Mais parce que j'ai 2-3 atouts. Enfin, je suis entre guillemets une vedette de télé, j'ai une grande gueule, et puis j'aime bien les trucs un peu compliqués. Parce qu'en fait, quand c'est facile, c'est pas drôle. Je trouve. Mais quand c'est trop difficile, c'est très fatigant. Je parle de tout. Hein. Ouais, je me doute. Donc, qu'est-ce que tu fais après avoir quitté le dessin ? Il faudrait que je prenne mes notes parce que j'ai une mémoire défaillante. Mais le dessin, je l'ai même pas quitté. C'est à peine si j'y suis allé. Ça m'a permis de rencontrer une fille dont je suis tombé très, très amoureux. Il y avait un mec qu'elle a quitté, avec lequel elle est retournée, ce qui m'a rendu très, très malheureux. Et donc, je suis sorti avec sa sœur. C'est pas cool, hein ? Pour pouvoir... Si. Non. Mais si. Non, mais on va pas faire de jugement de moi quand j'avais 20 ans. Oui, c'est sûr. Déjà, parce que j'en ai aujourd'hui 42. Donc, ça fait quand même 20 ans, Ça fait au moins 20 ans, donc il y a prescription. Et je suis sorti avec sa sœur pour la voir, en fait. Pour pouvoir voir celle dont j'étais amoureux. Et c'est ce qui s'est passé, puisque je suis sorti avec sa sœur, donc je la voyais, à la maison. Et puis finalement, je suis resté 5 ans avec sa sœur. Donc, c'est pas cool. Il y a une histoire d'amour avec sa sœur. Mais bon, j'étais un peu... comment on dit les petits cœurs fragiles, là, machin, là... Cœur d'artichaut ? Comment ? Cœur d'artichaut ? Oui. Moi, je tombais amoureux vraiment beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Bon, mais pas forcément très longtemps. En revanche, quand je suis tombé très, 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 très amoureux, voilà, ça, c'est arrivé moins de fois. Bon, et du coup, quel est le rapport avec l'immobilier ?
Eh bien, quand tu tombes amoureux, tu peux... Non, ça n'a rien à voir. L'immobilier, mon père était dans l'immobilier, donc j'ai fait une école qui s'appelait l'École supérieure des professions immobilières, qui existe toujours, qui paraît-il qui est devenue une énorme école, alors que moi j'avais juste un petit machin rue de Vaugirard, et qui a été créé par un monsieur absolument formidable. Alors ça, c'est un monsieur qui mériterait vraiment d'être invité à un podcast qui s'appelle Étienne Le Sidaner, qui est un homme magnifique. Et j'ai fait ça, je suis rentré dans l'immobilier, mais je suis pas rentré dans l'immobilier en fait. Franchement, j'ai pas la chronologie en tête, je suis naze pour les dates. Après, j'ai fait des appartements pendant longtemps, parce que ça rendait ma mère un peu malade, parce que je travaillais pas pour elle. C'est-à-dire que pendant un mois, je faisais un appart, pendant 2 mois, je foutais rien. Pendant un mois, je refaisais un autre appart, ou 2 mois, je faisais un appart, et après, pendant 3-4 mois, je refoutais rien. Donc, elle était un peu en panique. Tous les fils de ses copines, c'était je passe mon bac, je fais des études, machin. Ah, ton fils, ah là là, pauvre Muriel. Ah oui, ça va pas être facile. Bon, après, on s'est rattrapé. Hein. Et après, j'ai vendu des appartes, voilà. Je suis pas vraiment rentré en immobilier. J'ai vendu mon premier appart, je l'ai vendu un lundi de Pâques. J'étais le seul mec de Paris à travailler. Bim, j'ai vendu un appart, j'ai fait une super com en cash en plus à l'époque. Et j'ai été très honnête parce que je suis allé voir le mec chez qui je travaillais. Je lui ai mis le paquet de billets sur la table. Et il me dit c'est quoi? J'ai dit j'ai fait une vente hier. Elle me dit super. Alors il a compté les billets comme ça, clac, clac, clac. Puis il me dit bon, 70-30. Je dis ça c'est cool. Mais les 30 c'était pour moi en fait. Donc ça c'était moins cool. Tu l'as pas refait une prochaine fois. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est pour montrer mon honnêteté. C'est parce que, et j'ai pas changé. C'est qu'en fait, j'aurais pu ne rien dire. Il n'aurait jamais su que j'avais fait cette vente. Jamais. Voilà. Mais ça m'a même pas, servi de leçon, je le dirais plus. Non, je suis resté comme ça. Donc j'ai essayé d'avoir 50 que je n'ai pas eu parce qu'il était un homme d'affaires. Hein. Et voilà. Et après, je faisais des appartes. Après, je suis allé voir des potes. Je jouais au tarot. En jouant au tarot, j'ai rencontré un mec qui était journaliste. J'ai dit waouh. Et puis après, je lui dis mais t'es journaliste dans quel journal? Il me dit à la radio. Je fais waouh. Et je suis allé le voir bosser tous les week-ends à France Inter. C'était les années 70 là? Non, 80. 80. Ah oui, tu me fais peur. Non, 80. Ok, non mais j'en sais rien, c'est pour ça que je demande. 70, j'avais 16 ans. Ok. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être quitté par la jeune femme avec laquelle j'étais, parce que en fait, la semaine, je peignais des apparts et le week-end, j'étais à Inter. Et puis un jour, j'ai piqué un Nagra. Le Nagra, c'est un magnétophone, ça s'appelle un Nagra. Et je suis allé faire Depardieu, Ivre-Mort, au Fouquet, où je suis rentré par effraction la nuit des Césars. Et puis le truc est passé à la radio, et je suis allé dire c'est moi, alors qu'on a dit que c'était quelqu'un d'autre. Sophie Dumoulin, elle s'appelait, mais parce qu'on n'avait pas le droit de me citer, j'étais pas payé par France Inter, mais c'était quand même mon scoop à moi. Où Depardieu disait ouais, les Césars c'est de la merde, Craven c'est de la merde. Enfin, Craven c'était le fondateur des Césars. Je dis ça parce que tu ne sais même pas qui c'est, à ton âge. Et puis voilà, j'ai commencé à grenouiller là-dedans. Et puis après, je suis parti. Il faut que je continue. Après, là, moi j'ai déjà des questions parce qu'en fait, c'est vrai que après, je suis parti à Avoriaz. Ça, c'est quand même marrant. D'accord. C'est que je suis parti à Avoriaz parce que ça va être le début de. Aujourd'hui, je suis là parce que je voulais skier, mais j'avais pas de thunes. Et donc, les mecs, il y avait une proposition, je sais plus comment ça m'est venu, peu importe. C'était de tenir 3 heures d'antenne tous les jours à la radio, à Radio Avoria. Et en échange, tu avais un forfait, un studio, une paire de skis. Et un truc demi-pension. Et donc, j'ai dit, ça, c'est pour moi. 3 mois pour aller skier. Donc, je suis allé faire le casting, où je n'ai pas été pris. Et donc, je suis revenu à Paris, j'étais vert. Mais en même temps, dans le casting, il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Maurice Brouzek, qui m'a fait appeler, ou qui m'a appelé quand je suis rentré à Paris. Bonjour, je suis monsieur Brouzek, oui. J'étais dans le casting, je regrette que vous n'ayez pas été pris. Moi, j'ai voté pour vous. Est-ce que vous voulez faire de la télé? Oui. Et j'ai fait un truc qui s'appelait Super Défi, c'était en 83. Mais c'est vrai que je me suis demandé quand j'ai vu que tu avais fait de l'immobilier et ensuite que direct tu avais embrayé sur du journalisme, c'est pas quelque chose qu'on pourrait voir aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, quelqu'un qui ne vient pas de l'univers du journalisme ne pourrait pas. Je veux dire, là, toi vraiment, t'as fait du dessin, de l'immobilier et tout d'un coup, tu fais de la radio à France Inter, puis de la télé. Oui, mais je pouvais pas être journaliste en fait, parce que pour être journaliste, il faut avoir une fiche de paye. Non, c'était déjà très compliqué à mon époque. J'ai eu une carte de presse, parce que j'ai eu même les 43 207. Aujourd'hui, il doit être à 212 000. Mais. Pour avoir une carte de presse, il fallait être payé comme journaliste. Mais pour pouvoir être payé comme journaliste, il fallait avoir une carte de presse. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, donc c'était très compliqué. Ou avoir fait une école de journalisme, que je n'avais évidemment pas faite. Donc non, j'ai bagarré déjà à l'époque pour ça. Fort. Non, vraiment.
Et c'est le fait qu'il y ait ce monsieur qui ait cru en toi qui, en fait, t'a pu... non, sans lui, t'aurais fait quoi? J'ai fait de la radio quand même. Parce que je me suis démerdé pour rentrer à Radio 7, qui était la radio FM de Radio France. Je suis désolé, il fallait pas me filer... Mais non, mais vas-y, tiens, j'en profite pour enlever ces deux-là qui ne nous servent plus. Ah, les poisons, là. Ouais. On se souviendrait. Hein. Alors, je préviens les auditeurs, si vous venez la prochaine fois et qu'elle vous refile ces 2 daubes de façon qu'elles y sont, et j'ai même pas vu regarder le reste, ça bougeait, il y avait des verres. Au secours. Rester sur les dragibus, c'est une valeur sûre. Donc ouais, t'avais quand même réussi à faire de la radio. Mais si vous m'interrompez tout le temps, c'est pas possible, vous comprenez. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la radio et du fait que j'ai été surprise que cet homme t'ait pris sans te connaître. Je suis rentré à Radio 7 pour être journaliste, parce que je rêvais d'être journaliste, en fait. Je voulais être journaliste et je ne pensais surtout... Non, je pensais surtout que j'étais incapable d'être animateur. Mais totalement. Enfin, pour moi, c'était de l'abstrait. C'est-à-dire que moi, écrire une brève et la lire, j'adorais ça. Tout d'un coup... et en fait, à Radio 7, Marie-France Brière, à l'époque, elle m'a dit, voilà, je peux pas vous prendre comme journaliste, alors qu'un mec me l'avait promis, qu'il a pas tenu sa parole. Enfin bon, bref, ça arrive. Et elle m'a dit, en revanche, si vous voulez, j'ai une place d'animateur cet été pour remplacer Michel Halberstadt, qui est aujourd'hui une grande productrice de cinéma parisienne, enfin à Paris. Et donc, elle m'a dit, voilà, prenez une pile de disques et allez faire un essai, quoi. Et là, c'était l'horreur. Je suis entré dans un studio avec un technicien qui était hyper cool. Oui, il m'a sauvé la life, lui. Il m'a fait reprendre 29 fois. Enfin, je faisais un lancement d'un titre de musique, c'était immonde. Je savais pas le faire. Et puis il m'a dit non, là, c'est peut-être bien de le refaire quand même. Là. Viens, on va le refaire. Donc on a passé 4 heures pour faire 3 quarts d'heure. Mais finalement, j'ai fait l'été comme animateur à Radio 7. Je me suis fait virer à la fin du mois par Marie-France Brière qui a dit, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Mais c'est parce qu'en fait, elle m'avait pas écouté. Et c'était une fille qui me voyait arriver avec d'un mauvais œil en disant, ouh, pas bonne idée, lui. Les préjugés, quoi. Oui, non, mais parce que j'étais pas mauvais, en fait. C'était plus de la trouille que du préjugé. Parce qu'elle était un peu la reine de la station. Donc voilà. Et après, j'étais sur le trottoir, j'ai pleuré un coup, j'ai dit, si tu te barres maintenant, c'est mort. Donc, j'ai fait demi-tour, je suis re-rentré à la maison de la radio, puis je suis monté à l'étage, je suis allé voir des trucs pour faire la nuit. Donc je faisais les Bleus de la nuit, où je faisais un reportage qui durait 3 minutes, qui passait une fois par semaine. Et le reste du temps, on était là. Enfin voilà, j'ai vraiment grenouillé dur. Hein. C'est-à-dire que, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore jouable quand on. Enfin, c'est ce que je dis à ma fille. J'ai dit, il faut que tu bosses. Donc pour bosser, c'est possible. Et après, si tu veux faire ton rêve, après tu te démerdes. Mais d'abord, il faut travailler. Et travailler, c'est possible. Et faire ce qu'on veut faire, je pense que c'est possible aussi. Je pense qu'il faut avoir un peu de inné, comme tu as dit tout à l'heure, parce que si je ne savais pas aligner 3 mots, je pense que j'aurais fait autre chose dans ma life. Voilà. Il faut être un peu curieux du monde, il faut s'intéresser aux autres. Enfin, cela dit, tu as des mecs qui s'intéressent à personne, qui réussissent bien. Hein. J'ai l'impression que tu penses à quelqu'un. À plusieurs personnes. Non, mais c'est vrai que c'est un métier fait de gens très égocentriques, alors que je suis un mec très empathique, moi. Vraiment empathique. Pas en posture. Là, je te regarde gentiment, je fais pas semblant, voilà. Je le maintiens, c'est vrai, il est sincère. La moitié de quand même. Pas la moitié, mais il y en a un paquet quand même, c'est fou. Bah, ouais, en fait, je pense que c'est des personnes qui recherchent plus la reconnaissance que... Oui, mais... Enfin, et qui s'écoutent parler beaucoup, quoi. Ah oui, en principe, c'est les mêmes, ouais. C'est ceux-là. Mais c'est con parce qu'on fait un métier tellement formidable. Moi, quand il y a eu des émissions... pas mal, où je recevais des lettres de gens à l'hosto qui me disaient, vous êtes le soleil de ma journée, tout ça. C'était le plus joli compliment que je puisse avoir, tu vois. Et ce métier est devenu très particulier quand même. Pourquoi ? Oui, il a toujours été... parce que ce que je viens de dire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée des mecs adorés qui, en vrai, sont pas des mecs adorables. Voilà. Mais c'est pareil partout. Bah, c'est vrai. En fait, je pense que c'est pas du tout propre au journalisme. Je pense que c'est le cas dans la... Je pense pas au journalisme, moi, je parle à la télé. D'accord. Je pense pas au journaliste. Oh ben non, parce que si on part sur des pépinières et tout ça, là, on est dans la pathologie, là, c'est autre chose. Ouais. Mais enfin, je sais même pas si c'est de la pathologie. Je pense que c'est juste... C'est un mélange des deux. Ouais. C'est un mélange de d'abus de pouvoir. Surpuissance totale, ouais. Oui, c'est sûr, dans la télé, il y a... Et encore, encore une fois, c'est pas que la télé, je pense que c'est peut-être juste la célébrité tout court. Donc que ce soit des chanteurs, des acteurs, En fait, il y a des personnes qui ne sont pas celles qu'ils montrent, enfin, ce qu'ils prétendent être. Et ça, c'est juste... Enfin, tu vois, moi, je me dis juste, bon, bah tant pis, un jour... Chez les chanteurs, je crois que c'est pire. Ouais. Parce que je crois qu'il y a un égocentrisme, là, qui est...
Et moi, pourtant, j'aurais rêvé d'être chanteur, hein, franchement. Ça, c'est un truc. Être sur scène, pousser fort et avoir 10 000 mecs qui te suivent, ou 5 000 ou 2 000. Ça les doit gens, être, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a des chanteurs absolument adorables. Je pense qu'un mec comme Calogero doit être adorable. Renaud est vraiment ce qu'il est. Voilà, il y a plein de gens charmants. Et pourquoi t'as pas essayé de faire de la scène? Que ce soit chanteur ou, je sais pas, stand-up Stand-up, quand j'ai voulu en faire, Arthur en a fait. Et donc, je me suis dit, je vais pas me foutre dans les pantoufles d'Arthur, parce que j'avais un peu traîné. Et après, Coé, puis Courbet, puis. Donc, j'ai dit, bon, bah. J'ai manqué de courage, en fait, un peu. Ouais. Je crois que j'ai manqué de courage. J'ai manqué d'écriture. C'est-à-dire que j'ai essayé, et j'y arrivais pas. Un jour, j'ai fait un essai devant un mec qui s'appelait Papy, qui était un homme qui avait formé notamment Jamel et plein d'autres. On était tous les deux dans le petit point-virgule qui m'avait été prêté par le patron du Monté. Et à un moment, il m'a dit, écoute, c'est pas mal, là, on arrête. Je dis, bah attends, j'ai encore 2-3 bricoles, parce que j'avais juste des mots-clés, et puis j'improvisais. Et il me disait, non, là, c'est bon, on arrête, c'est bon. Mais il me dit, franchement, t'as pas besoin de grand-chose, c'est super bien. Mais je dis, attends. Il me dit, Christophe, ça fait 4 heures. Ça faisait 4 heures. Ouais. Donc, j'ai dit, merde. Ouais, j'ai eu un vrai manque de couilles, voilà. Ça, par exemple, ça fait partie des choses qui me gênent. J'étais un peu feignasse sur ce coup-là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté comparaison, après, de ce que j'interprète de ce que tu m'as dit, mais où tu t'es dit, bon, bah, si lui est allé, il est allé, ça sert plus à rien que j'y aille. Moi, j'avais envie d'être le énième. Ouais, mais si ça te fait plaisir, je pense qu'il faut savoir passer au-dessus de qui l'a fait ou pas, tu vois. La vie n'est pas finie, regarde. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai 65 balais, ça devait terminer, c'est pas terminé, je redémarre comme en 14. Je fais un podcast, je fais un bouquin, je fais une émission de télé, je suis invité par des gens comme toi, sympathiques. Mais ce que je veux dire, c'est que la prochaine fois que tu dis... Je veux bien être le plus vieux qui monte sur scène. Hein. Ouais. J'ai inauguré plein de trucs dans ma vie. J'ai fait des premiers créneaux, C'est mon mardi, ça n'existait pas. Coucou, c'est nous. C'était la première émission dans le monde, en direct à 19h, dans le monde. Comment ça, il n'y avait pas de live avant? Non, il y avait pas à 19h en Access Prime Time, il y avait soit en Amérique du Sud des telenovelas, soit des séries Malibu, machin, Beverly Hills, truc, nana, soit des jeux. Non, j'étais le premier au monde, c'était rigolo. Et qu'est-ce qui Coucou, c'est nous. Qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans? Je connaissais pas, mais quand j'ai dit à mon père qui venait sur le podcast, lui, il m'a dit qu'il connaissait, qu'il aimait beaucoup et qu'il avait regardé. Mais donc c'est en effet. Mon mardi, il a regardé. Je pense, ouais. Bah, quel âge une des deux. Il a 57 ans. Oui, il a regardé les deux. Il est pile poil dans la. Si mon mardi, c'était en 90, donc il devait avoir. Je suis plus vieux que ton père, bah oui, c'est normal, remarque. Il avait 25 ans, 80. Oui, si, évidemment qu'il a regardé ce mon mardi. Comment il s'appelle? Christophe. Salut Christophe. Ah, c'est drôle. Ouais. Non, mais ça, Ciel, c'était une bénédiction, parce qu'on a rigolé comme des oufs, on a fait des trucs extrêmement sérieux, extrêmement pointus. C'était la première émission sur le sang contaminé, mais à côté de ça, on faisait les dames pipi, on faisait les fachos, on faisait... Bon, attends, ça, il faut que tu nous décrives tout ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de... Mais si, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas, donc déjà, comment, une fois que tu arrives en télé, grâce à ce fameux Marcel, putain, ouais. Je crois qu'il s'appelait Marcel. Non, pas du tout. D'accord. Il s'appelait... Maurice, non? Maurice. Tu vois? Quasiment la même chose. Maurice comment? J'ai dit son nom il y a 2 minutes. Il y a eu un, je sais plus, un H. Bruzek. Bruzek. Voilà. Maurice Bruzek, on t'embrasse. Il est mort. D'accord. Je pense. Ouais. Ou alors il est très vieux. Ouais, ok. Ouais. Mais bon, en tout cas, on le remercie. Et donc, t'arrives en télé. Déjà, est-ce que c'est comme la radio? Il est peut-être pas mort, parce que moi, j'avais une vision de cet homme. Pour moi, c'était un vieux, mais il avait peut-être pas plus de 50 ou 60 ans. C'était il y a... Ouais, si, il est mort. Ou alors il est centenaire passé. Voilà, et il y en aura de plus en plus. Et on l'embrasse. Ouais. Voilà. Mais donc du coup, est-ce que c'était comme la radio où en fait t'as eu du mal au début parce que tu vois, t'étais pas... Oh, attends, allô? Ah, Maurice? Ah oui, non, il est pas mort. Tu me donnes envie de vérifier. Ouais, oui, bah oui. On vérifiera après, mais donc est-ce qu'au début t'es mauvais et on te forme? À la télé? Ouais. Non. T'es bon dès le début. Enfin, ça on a le droit de le dire. Hein. Mais... Non, mais on a le droit de le dire. Le premier truc que j'ai fait à la télé, ça s'appelait Super Défi, qui m'a valu un premier papier dans le Figaro. J'ai dit, oh putain, j'ai un papier dans le Figaro. Ouais, t'as un papier dans le Figaro. Super Défi, Super Dépi. Animateur de caserne commerciale qui ferait mieux de rentrer chez lui. Ça, c'est mon tout premier papier. Et ben, ça motive. Moi, ça m'a pas du tout... cloué, ouais. Fléché, comme ça. Ça m'a motivé. J'ai dit, ah ouais,
Bah, j'ai dit, tu vas voir, toi. Voilà. Et donc, moi, les critiques Te galvanisent? Ouais, un peu, ouais. Un peu. Ça, c'est une Quand vraie je suis force. arrivé dans la course automobile et qu'on m'a pris pour un rigolo, bah, je suis devenu double champion de Belgique de super tourisme et vice-champion de France et 11e pilote sur la glace, 3e aux 24 heures de Chamonix. Enfin, voilà. Et... Parce qu'on se foutait de ma gueule, en fait. Ouais, On s'est dit, l'autre ouais. vedette qui vient me jouer le branleur. Je payais moi-même au début, ça coûte une tonne. Hein. Mais donc, est-ce que quand on croit en toi, t'as moins envie de te donner? Mais on croit pas en moi. Bah, y en a, bah si, regarde, Si, pour là, oui. quelle époque, c'est Oui, bien Léa qui est venue te mais chercher. je déconne, oui, bien sûr. C'est Régis, oui. Non, mais du coup, c'est une vraie question, tu vois. Est-ce que t'as une envie supérieure quand en face, t'as quelqu'un qui ne te croit pas ou qui ne croit pas en toi? Je peux pas réagir avec le chemin que j'ai fait aujourd'hui comme j'étais il y a 30 piges, tu vois. Aujourd'hui, t'es plus fataliste, tu dis on croit pas en moi, bon, fuck off, voilà, tu vois. À l'époque, tu veux quelque chose. Enfin, moi, je pense que quand ma grand-mère m'avait dit tu dois faire de la télé comme Patrick Sabatier, qui n'était pas du tout ma référence à moi. Et je lui avais dit mais je connais personne. C'est de la même manière, j'ai fait de la course automobile. J'avais pas un oncle ou un cousin garagiste, alors que tous les mecs contre lesquels je me battais, ils venaient plus ou moins du sérail, tu vois. Non, la course automobile, ça a été ma deuxième vie pour le coup. Alors là, ma vraie putain de deuxième vie, parce qu'en fait, la télévision, on est jugé on est jugé. Oui, on est jugé, mais c'est il est beau, il est moche. Ah ouais, c'est à ce point-là. Il est grand. Il est intelligent. Il est con. Il est drôle. Non, il est pas drôle. Il est cultivé. Non, il est pas cultivé. La course automobile, c'est un chrono. Et là, il n'y a pas de discussion. Donc, il n'y a pas de discussion. C'est que le meilleur gagne. Si tu fais le chrono le plus rapide, eh ben ok, tu as fait la pole position et il n'y a pas de discussion possible. Personne ne peut dire ah oui mais non je suis pas d'accord parce que non, mais en fait tu parles de course automobile mais c'est ça dans tous les sports. Et quand tu gagnes une course, oui mais c'est pas la même chose que la télé ou acteur. Non, totalement. Où tu es soumis. Mais pourquoi la course automobile et pas je sais pas le 300 mètres haies? Le 300 mètres haies, je ne pouvais pas à cause de la hauteur de la haie. Ah ouais. Je pouvais pas. Déjà t'as une bonne excuse. Donc je me tapais la tête dedans donc j'ai arrêté. Ouais. Donc moi c'était la course automobile. Non mais je prends cet exemple-là parce que voilà, belle soit la perche, oui c'est pareil. Voilà, t'es plus rapide. En tout cas le sport, il y a un côté plus méritocratique que la télé, tu trouves? Non, c'est plus. On est soumis à divers jugements quand on fait mon métier, de par tout ce que je viens de dire, tout ce que tu détestes, et la course automobile, c'est le seul truc où il y a rien à dire. T'es sur quand la course est finie et que t'es là-haut. Eh ben, tu dis, ben voilà, aujourd'hui, personne n'a fait mieux que moi. La télé, c'est autre chose, c'est un jugement, c'est être... je suis tombé au bon moment, au bon endroit, j'avais la bonne tronche, j'avais le bon âge. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui se... Après, il y a le travail. Plein de standards. Après, il y a le travail. Non. Non, si, il y a des standards. Je ressemble pas à Jean-Pierre Foucault, ni à Michel Drucker, ni à Roger Lanzac que tu connais pas, non. ni à Léon Zitrone. Mais bon, je veux dire, t'es quand même un homme blanc, français, enfin, tu vois, il n'y a pas non plus. Tu vois, mais ça change. Ah oui, je sais pas, j'ai oublié où j'étais. Bah oui, non mais quand même, il faut le reconnaître. Je pense qu'en effet. T'étais petit, voilà, mais c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, à côté de toi, moi, la roue de la fortune, je connais, parce que ça, pour le coup, j'étais petite. Et c'était Victoria Sublette, c'est ça? Non, Victoria Silvstedt. Ok. Mais non, c'est Alexandra Sublet, pardon. La petite brune. Bon, en tout cas, il y avait une Victoria à côté de toi. Voilà, excuse-moi. Elle n'a pas été choisie pour ce qu'elle avait à dire. Ah si, elle était très drôle. Enfin bon, tu l'as choisie parce qu'elle avait un certain physique. Mon chien, je l'ai choisi parce qu'il avait un certain physique aussi. Non, mais je veux dire... Non, c'est idiot ce que je viens de dire. Non. C'est bien, tu compares les femmes aux chiens, là, tu t'enfonces. Mais non, c'est parce que mon chien est avec nous. Et que c'était eux d'abord et moi après, tu vois, voilà. Je m'en fous. Non, c'est parce qu'elle était drôle, je m'amusais avec elle. Mais évidemment que j'ai choisi pour son physique. Mais on m'aurait donné... Il y a des standards, t'as pas pris une femme noire handicapée. Non, mais je ne l'ai pas choisie que par son physique. J'ai choisi parce que j'avais fait des émissions avec elle, que c'est une bimbo internationale. J'allais à New York, elle faisait des couvertures, elle faisait des red carpet pas out. C'est la caricature de la bimbo, qu'elle dormait au Georges V, son mec venait de la chercher en jet. Enfin, c'est la seule meuf du monde qui tourne les lettres, qui dort au Georges V et qui repart en jet vivant à Genève. On espère qu'elle a arrêté, ouais. Et les rapports qu'on avait étaient très fun et très drôles. Et je savais... Parce que TF1 m'a dit non, on comprend pas ce qu'elle dit, elle parle pas français. J'ai dit bah oui, mais on s'en fout en fait. C'est bien plus marrant même, je vais lui apprendre en direct.
ce qui s'est passé. Et puis elle était drôle, elle est blonde, elle a des gros seins, mais elle est drôle, elle est marrante, elle a de l'humour, elle a du deuxième degré, elle se fout de sa propre gueule, enfin voilà. Il y avait une personnalité quand même. Oui, mais ce qui est dur, j'ai pas du pris coup... une imbécile. Oui, non, mais tu vois, ce qui est dur, c'est que, et tu le disais toi-même, la télé, du coup, te réduit à l'image que tu renvoies. Mais donc moi dit... je me souviens pas d'elle pour son humour, tu vois. Bah, pour ce qui se passe entre nous aussi, sûrement. Ça déconne quand même. Je me souviens surtout que c'était une bimbo, quoi. Et qu'elle était exceptionnellement belle. Et qu'elle jouait vachement dessus. Ben, moi, on se souvient de moi, pourquoi parce que j'ai... Nous sommes ton chien. Parce que, voilà. Bon, tu vois. Bon. Non, mais oui, c'est sûr. Mais, et ça t'a pas dérangé quand tu t'es rendu compte de ça? Un chien? Non, ça, à mon avis, j'ai vu que tu en avais un nouveau. Donc voilà, a priori, c'est que ça t'a pas dérangé. Et t'as bien raison, j'adore les chiens. Mais ce que je veux dire, ça t'a pas dérangé quand tu as réalisé que le monde de la télé était justement autant dans les apparences et autant dans... il faut se créer une forme d'image, de personnage et que... moi, j'ai essayé de rien créer du tout, déjà. Moi, d'ailleurs, quand on me demande, parce que l'autre jour, quelqu'un très gentiment et qui fait de la télé, que je trouve très bon, qui est un chroniqueur politique, qui ça? Jeune, et il m'a dit j'aimerais bien qu'on se voit parce qu'en fait j'essaie de trouver ma place, nanana. Et je lui ai dit écoute, avant qu'on se voit, la première chose que j'ai à te dire, c'est d'essayer d'être toi-même, parce que je pense qu'on n'est jamais aussi bien que quand on est soi-même, et ça a été tout le travail de toute ma vie pendant 30 piges. C'était en rajoutant un peu, parce que quand t'as 42 fièvres, c'est pas la peine de montrer que t'as 42 fièvres, et il faut faire le boulot quand même, mais c'est être soi-même. Mais moi, Étienne Moujotte m'a dit un jour, quand j'ai voulu mettre Charlie de Charlie et Lulu à l'antenne, Charlie travaillait chez Coyote, il a commencé comme coursier, et Coyote qui est ta boîte de prod. Ouais. Et j'ai dit à Moujotte, je vais mettre un petit gars de chez moi à l'antenne, Charlie, machin. Il me dit, ah non, pas de noir à l'antenne. J'ai dit, pas de noir à l'antenne? Ah, bah je dis, coucou, s'arrête, dis donc. Bon, bah fais ce que tu veux. Mais c'était il n'y a pas 200 ans. Hein. Ah, c'est fou quand même. Hein. Ah oui, c'est ouf. Ouais, c'est des secteurs... Mais voilà, alors maintenant, t'as aussi le truc inverse parfois, pardon, mais où tu vois, où je suis absolument pour l'intégration de tous, de toutes, dès que c'est possible, quand il faut, machin. Mais il ne faut pas que ça soit non plus la discrimination positive où tu te retrouves avec un comédien tout pourri qui joue super mal, juste parce qu'il est soit rebeu, soit noir. Voilà, ça, je trouve ça ridicule. En fait, ça ne doit pas... Ça, je comprends. Et je pense que c'est le préjugé que ont certaines personnes sur la discrimination positive. Mais par exemple, la loi qui est passée là, pour les conseils d'administration, pour qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration... Homme-femme. Ouais, homme-femme, il y a quelques années, c'est de la discrimination positive. Et en fait... Au début, peut-être que tu vas mettre des femmes potentiellement un peu moins douées que d'autres hommes qu'on aurait mis à la place. Mais en fait, du coup, ça a créé des représentations pour les femmes qui arrivent dans les générations futures, où en fait, tu arrives, grâce à ça, à rétablir au bout de 5 ans une parité qui est non seulement dans le genre, mais aussi dans le talent, dans les compétences, etc. Donc, tu vois, je pense qu'il faut parfois la discrimination positive en disant, en fait, si jamais on met pas de comédiens noirs dans des films... Ah non, j'ai pas dit ça. Tu vois, en fait, ils ne sentiront pas représentés. Mais non, mais... Il faut qu'ils soient bons. Si oui, possible. mais oui. Bah voilà, c'est ça que je dis. Je pense que tu vois, il y a un devoir au début de peut-être à potentiel égal prendre la personne qui vient d'une minorité. Tu ne pourras jamais arriver à ce qu'une femme fasse comme un homme. Ils vont nous croire là, tu crois? Non, je pense que tu l'as. Déjà, à ton ton, on sentait que. Tonton. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a de ton âge qui tiennent ce discours-là. Hein. Ah ben, il y en a même des plus jeunes. Et d'ailleurs, bien sûr, tout à fait. T'as raison de le souligner. C'est même pas qu'une question de génération. Mais pour en non, mais c'est à marrant aussi. Il faut pas qu'il inverse non plus. Tu vois, l'autre jour, Philippe Cavaliere, il faisait un sketch très drôle sur le sport. Et il dit, de toute façon, les sportifs, hommes, sont plus forts, vont plus vite, sont plus puissants. Mais là, il faut même pas réfléchir. On sait que les hommes, de par leur structure physiologique, sont plus forts, sont plus puissants, vont plus vite. Voilà. Eh bien, il y avait une fille qui disait ah non. Bah si, c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que dire qu'un Mexicain est capable de pousser 150 kilos alors qu'un Anglais, je parle de gens tu vois, de morphologie normale, enfin on va dire moyenne du pays, qu'un mec d'Amérique du Sud, parce que génétiquement ils sont habitués à faire des trucs tellement plus durs, plus forts, etc., que c'est des pays plus pauvres, arrivent à pousser des trucs plus lourds que d'autres? Est-ce que c'est discriminatoire? Non, mais je pense que en fait, peut-être que cette personne juste luttait contre les vérités générales. En fait, ce qui est difficile avec cet argument, les hommes sont plus forts que les femmes, c'est une vérité générale, là où
moi en sport, quand on faisait du 3x500, t'avais des petits mecs chétifs qui étaient moins bons qu'une meuf, en fait, super puissante. Voilà. Mais tu me mets à côté de Laure Manodou, je suis même pas arrivé à la moitié, elle a fait l'aller-retour. Voilà, donc non, c'est mais juste là, cette vérité générale-là. Je te parle pas des grands athlètes. Non, mais moi non plus, je te parlais à l'école. Mais à niveau égal d'athlétisme, un athlète mais globalement, comme Laure Manodou, les hommes courent plus vite. Oui, c'est sûr. À niveau égal d'athlétisme. Mais je vois pas, je vois pas quel est le point derrière, une fois qu'on a dit ça. C'est quoi le... mais c'est pour dire qu'on peut pas, on ne peut pas partout dire que c'est inacceptable, à mon avis, qu'il n'y ait pas la parité. Pourquoi il n'y a pas de femmes pilotes de F1 ? Il y a eu un essai, ou deux. Tu vois, c'est une bonne question. Il y a forcément des raisons. Il y en a, quand Squeezie, il a fait... T'as suivi un peu le Grand Prix Explorer, tu sais, il a organisé un Grand Prix... Non, mais il y a des filles qui vont très vite. Ouais, il y avait Margot Lafitte, elle va super bien. Bon, voilà, je sais qu'il y avait des femmes dans... Et Margot Lafitte, c'est la fille d'un pilote, c'est un peu génétique, enfin, tu vois. Elle faisait du cheval, divinement bien. Un jour, elle a dit, non, elle était en équipe nationale quasiment. Elle a dit, non, je voudrais conduire. Elle n'avait jamais conduit. Elle est montée dans une caisse, elle a gagné le championnat Andros sur la glace la première année ou la deuxième. Donc c'est vraiment génétique ces trucs-là, c'est marrant. Ouais. Mais je pense que tu aurais mis ma mère au volant d'une caisse de course. Je pense que même avec beaucoup d'entraînement, il y a des grands dangers. Oui, non, mais en fait, je pense qu'il y a aussi... moi, je suis pour qu'il y ait une égalité des chances. Donc en fait, qu'on ne dise pas à une femme, non, tu peux pas, parce que tu es une femme, sans même lui avoir donné, que ce soit un volant ou une perche. En même temps, est-ce que c'est pas plus mal qu'on n'ait pas mis des femmes à la mine ? Regarde, si on prend... t'as vu le film avec Will Smith sur l'histoire de Serena Williams et Venus Williams ? Oui, Williams. Ouais, Williams en anglais, en français c'est un autre truc. Bon, enfin, l'histoire des sœurs Williams. Tu vois, moi je pense que si ça avait été un autre sport et que le père avait appliqué la même méthode, quel que soit le sport, en fait, il aurait réussi à en faire des championnes. Et ça vaut pour la Formule 1 comme ça vaut pour le saut à la perche. Je te dis pas que ça aurait forcément été les mêmes performances des hommes, tu vois, mais... Je ne pense pas que ça aurait été des perchistes. Ok. Non. Je pense qu'elles étaient faites pour être joueuses de tennis. Je pense pas que ça a été choisi je pense que tu sous-estimes le poids de l'éducation, de la socialisation de l'enfant. Quand tu grandis en parlant que d'un sport, en t'entraînant que par rapport à un sport. Mais moi, je parlais du dessin tout à l'heure. Je veux dire, que ce soit homme ou femme, tu sais pas dessiner, quoi. Ben non, moi tu vois, il y a un livre que je recommande beaucoup qui s'appelle Mindset de Carol Dweck, qui est une professeure de psychologie à Columbia, et qui justement montre qu'on a comme ça parfois des idées fixes, arrêtées, et en fait elle prend des personnes qui se disent nulles en dessin, ils dessinent le premier jour un portrait, et en fait 3 jours plus tard, on leur fait une espèce de formation. Non mais attends, 3 jours plus tard, formation de dessin, et qui est d'ailleurs plus une déconstruction d'idées reçues qu'un apprentissage d'un coup de main. On leur apprend bien sûr un peu la perspective, la lumière, etc. 3 jours plus tard, et c'est une vraie étude, les dessins sont incroyables. Il est évident qu'avec des cours, t'avances, quoi qu'il arrive. Je pense que j'ai peut-être été un peu vite tout à l'heure, mais je crois que j'ai vite été complexé, surtout en première année, par la qualité des dessins de mes petits camarades, où je me suis dit, là, je suis trop loin, quoi. Voilà. Et puis, c'est peut-être une période aussi de ma vie où j'avais pas envie de foutre grand-chose. Donc, soyons francs aussi. Donc, mais néanmoins, je gratouille toujours quand je téléphone, par exemple, et je gratouille toujours la même chose. Alors que je pourrais essayer de progresser, essayer de faire des perspectives. Mais il y a 2 ans, 3 ans, j'avais acheté le matos, chevalet, tube, pinceau, toile, et j'ai essayé de faire ma maison de campagne et tout ça, et c'était un petit peu comme si un enfant de 12 ans l'avait faite, mais comme si c'était un enfant de 12 ans qui se démerdait pas mal, parce que j'étais avec un pote qui l'avait fait aussi, alors lui a fait vraiment un truc tout à fait merdique, et moi il y a des gens qui sont venus comme ça de la campagne, qui ont regardé, et me disent « Ah, c'est pas mal, qu'est-ce que ça fait ça ?» Donc en fait, oui, avec la formation, si je m'y mettais, mais c'est comme le piano. Voilà, je joue bien du piano pendant 5 minutes parce que j'ai pas voulu faire... Gad, elle joue très très bien du piano. Mais voilà, moi j'aurais rêvé jouer comme lui. Mais pour ça, il faut prendre des cours, il faut être patient, faut être patient. Ça, c'est pas un truc qui m'habite. Mine de rien, tu l'as quand même... C'est ça qui est paradoxal, je trouve, c'est que tu as été très pugnace quand même dans ta carrière. C'est pas forcément de la patience, la pugnacité. Oui, c'est sûr, mais en l'occurrence, pour... exceller dans un domaine quel qu'il soit, il faut de la pugnacité, quoi. Plus que de la patience, je trouve.
Parce que quand Je joue pas au golf. Quand t'en veux, t'es prêt à tout, quoi. Je joue pas au golf. Et en quoi c'est... Parce qu'il faut être très patient, c'est très long. Mais... C'est très long. C'est comme les échecs. Je joue pas mal au backgammon. Je sais pas jouer aux échecs. Parce que c'est très long. Très besogneux, quoi. Pas besogneux, parce que c'est... laborieux. Mais... Oui, c'est très difficile, puis c'est très long. Moi, je fais partie des mecs qui en ont pris vraiment le plus plein la tronche. Hein. Ah ouais bah oui, tous mes petits camarades ont des carrières assez flat. Moi, ça a été des succès, des échecs, des succès, des échecs. Moi, j'ai sorti... Quand j'ai déménagé il y a 2 piges, j'ai sorti un tiroir dans lequel il y avait plein de magazines où j'étais en couverture. Et c'est sur des années, il y avait marqué De Chavannes, le retour. Donc ça veut dire que... Ça a été marqué plusieurs fois. Ah ben sur plein d'années différentes, oui. Donc ça veut dire que je me suis pris plein de gamelles. Moi j'ai eu des patrons qui m'ont dit, tu vois bien que les gens ne veulent plus te voir, tu vois bien que le public te veut plus. Donc mets-toi au vert, c'est bon. Faut avoir les épaules hein, quand même. Parce que moi c'est un métier que j'aime en vrai. Sinon je serais pas là. Hein. Et là je pliais gentiment mes affaires, là, j'avais décidé de ne plus être malheureux, que c'était comme ça, que je comprenais pas, mais bon, après tout, il y a plein de choses dans la vie qu'on comprend pas, c'est pas très grave. Je devais partir 8 semaines en voyage, et puis bim, j'ai eu un coup de fil. Et en plus, alors, si on m'avait proposé de revenir avec un jeu, je l'aurais pas fait. Hein. Mais j'avais même pas imaginé, alors que je savais que Ruquier s'en allait, j'avais même pas imaginé 2 secondes que je pouvais aller là, parce que pour moi, c'était typiquement une émission où personne ne penserait que j'ai ma place parce qu'une émission intellectuelle, une émission culturelle, sympathique et tout. Quand on m'a proposé ça, c'était une embellie, quoi. Quand j'ai appelé mon pote Carmouze pour lui dire devine où je vais pour mon retour, parce que retour c'était, quand je lui ai dit, il m'a dit ouais, trop bien, Enfin, il n'y avait pas meilleur écran pour moi pour revenir à la télé. C'était trop rigolo. Et comment tu fais justement pour... après, je m'en rends pas compte, parce que tu donnes ton avis, mais tu donnes pas non plus ton avis politique, tu vois, mais comment justement tu fais... Ah, ça, c'est nouveau pour moi. Tu vois, ça, c'est dur de dire ce que tu penses sans forcément... Mais c'est nouveau pour moi. Parce que, en fait, et j'en reviens un peu à ça avec la télé, c'est que pourquoi moi je suis pas fan de la télé, c'est qu'en gros, j'ai l'impression que, quoi que tu dises, les gens vont te juger et te catégoriser. Alors qu'en fait, je pourrais dire, je suis pour, je sais pas, telle mesure soutenue par une personne qui n'est pas du parti que je soutiens, et direct, on va le lendemain, c'est titré machin soutient tel parti. Alors moi, j'ai toujours été plutôt à gauche. Et j'ai toujours plu aux gens d'extrême droite, par exemple. Je me rappelle un jour. T'as toujours plu aux gens d'extrême droite ? Ouais. Un jour, dans un sondage, j'étais le père idéal. Et la mère idéale, c'était Balasco. Donc, elle et moi, on était papa et maman idéaux. Et j'ai voulu regarder la structure du sondage. C'était il y a 25 ans, 30 ans. Et la structure du sondage, j'arrivais en tête dans les gens d'extrême droite. Si tu veux. Alors que, non. Mais en fait, quand j'ai fait mon métier jusqu'à cette année, ça s'y prêtait pas. Si, mais si tu veux, j'étais un peu dans l'obligation, entre guillemets, inconsciente, de ne pas aller me briser la moitié de mon auditoire. Bon, alors aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus sensible qu'avant. Hein. Mais, par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens de droite qui arrivent en plateau en disant « mais De Chavannes que j'adorais, quoi ». Parce que comme je n'étais pas signifié, comme je ne m'étais pas non plus exprimé sur ce que je pensais plus tôt. Tu vois, quand on faisait un débat, par exemple, à Celle Montmardi, sur la légitime défense, parce qu'à une époque, il y avait des groupes légitime défense, donc tu rentrais chez quelqu'un pour aller lui piquer un cendrier et tu te faisais buter. Et moi, mes potes, ils me disaient ne donne pas ton avis, s'il te plaît. On faisait des débats sur la peine de mort. Et on me dit, Christophe, tu donnes pas ton avis. Et puis je pouvais pas m'en empêcher parce que j'avais des gens trop violents à la fin. Mais ça donnait 15 jours après, dans Télé 7 jours, double page, De Chavannes s'affiche contre la peine de mort. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Et là où je m'affiche, je suis pas d'extrême gauche, loin de là. Hein. Je suis pas du tout LFI. Mais voilà. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'insultent sur Twitter ou les réseaux, qui m'insultent même parfois. Je les ai produits quand c'était vraiment trop dégueulasse. Parce que j'ai eu le malheur de dire que dans le quinquennat de Hollande, il y avait des choses formidables, ce qui était vrai. Ce qui est vrai. Et tu lui as aussi dit que c'était un assisté, non ? J'ai vu ça repris partout. Et j'ai dit ça où ? Dans mon podcast, alors ? Mais oui, parce que j'ai vu ça depuis hier. Ah ouais. Mais c'est parce que, je sais pas, mais on déconnait, on était en train... Alors qu'en plus... ouais, c'est ça. Non, mais on déconnait sur le fait qu'il avait du mal à s'asseoir avec les coussins chez moi. Parce que je l'ai reçu chez moi, je fais mon podcast, je le fais chez moi. Moi aussi, du coup.
Oui, je suis con. Oui, mais moi, je suis moins installé que toi, je suis con. Et il faut que je réécoute parce que ça m'a pas choqué quand je l'ai entendu. Mais oui, j'ai dû dire, vous êtes, mais genre, mais tu vois, genre, je suis mal assis, vous êtes un assisté. Ouais, Bon, ok. Donc, de toute façon, totalement maintenant, détourné, quoi. Non, mais maintenant, de toute façon, mais tout. Genre, les réseaux sociaux ne servent plus qu'à ça. Je te redirai. Léa, elle m'a dit, genre, vous êtes un cœur à prendre, machin, de ça. Oh là là. Il y avait que ça, quoi. C'était super passionnant. Sur les réseaux, il y avait que ça. Bon, je suis arrivé jusqu'à ma petite amie, qui était pas ravie. Qui était pas super ravie. Donc, j'ai ramé un peu, mais beaucoup. Mais donc, tu disais qu'il y avait... C'est mon mardi, tu vois, c'est mon mardi, j'aurais pas pu le faire avec les réseaux. J'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. C'était impossible. C'est trop réactif, c'est trop touchy, c'est trop... Parce qu'on faisait plein de trucs formidables, hein. Alors, sur le racisme, la peine de mort. J'utilisais, par exemple, des jeunes blacks que j'allais envoyer dans une agence immobilière, il n'y avait rien à louer. 10 minutes après, j'envoyais un couple de blancs en caméra cachée. Et il y avait 6 propositions. Quelle honte. Et aujourd'hui, si tu fais ça, je pense que tu as des associations de personnes... je sais pas comment on dit. Hein. En fait, tu vois, j'allais dire racisé, mais moi, on me l'a reproché dans ma dernière vidéo YouTube. Moi, ça m'énerve. Ça. Alors que c'est un terme employé par tous les militants, mais donc 10 personnes noires. En fait, on dit blanc, on dit noir, voilà. Mais c'est militant, tu vois. Oui, racisé, c'est militant. C'est militant. Ouais. Alors qu'on peut être non raciste sans être militant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis plein de choses dans ma vie, mais je ne suis pas militant. Moi, je milite pour un truc. D'abord, tu ne peux pas courir 29 lièvres, c'est sortir couvert. Voilà. Ouais. C'est le truc de ma vie. Ça fait 30 ans. J'allais dire, j'ai réussi à les avoir gratuites pour les... Non, puis même presque le seul, surtout. Pourquoi ce combat-là en particulier? Parce qu'un jour, je rends à César, j'ai une femme dans ma vie qui m'a dit pourquoi tu... C'était les années SIDA, hein, le début. Et elle m'a dit pourquoi tu fais rien et ça a suffi. Ça m'a déclenché dans la nuit, j'ai pensé qu'à ça. Et le lendemain, ça fait plus de 30 ans. Et là, avec mon copain Patrick Pizarre, les capotes qui s'appellent Sortez couverts, comme le slogan que j'ai lancé pour la capote à 1 franc en 92. On a fabriqué, sans demander 1 euro à personne, 25 millions de capotes pendant 25-30 ans, tu vois. Non, 60 millions, qu'est-ce que je te raconte? 60 millions de préservatifs, sans demander rien à personne. Autant de préservatifs que de Français. Finalement. Voilà. Très pratique. Bien que de là-bas, du début à la fin, les deux ne soient pas capables de les utiliser forcément. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais non, oui, je suis très fier de ça. Puis je suis très fier que y a un truc, voilà, c'est pas les Restos du Cœur, mais historiquement, voilà, les préservatifs sont gratuits pour les mineurs. Il y a 12 000 jeunes filles mineures qui tombent enceintes chaque année. C'est un drame absolu à chaque fois. C'est un drame dans la famille, c'est un drame dans sa tête, c'est un drame... L'avortement, c'est pas un truc super cool quand t'as 14 ans. Enfin, voilà, plus celles qui le gardent, et c'est des galères totales aussi. Enfin, voilà. Et puis les jeunes gays qui n'ont pas envie d'aller voir le médecin de famille pour dire je suis gay, j'aurais une ordonnance, parce qu'ils n'osent pas, à juste titre, parce que le médecin de famille il en garde un drôle d'air. Enfin, voilà. Je suis tellement content d'avoir réussi à faire ça, donc je remercie encore Brigitte Macron. Et alors, comment il s'appelle, son mari? Emmanuel, voilà. On les remercie. Ouais, on les remercie parce que... Oui, mais c'est historique. Hein. Je pense pas maintenant que qui que ce soit puisse enlever cette loi, hein, puisse enlever cette règle. Même un gouvernement facho, il peut pas enlever ça. Hein. C'est plus possible. Donc c'est peut-être pour la vie, tu vois. Moi, je suis content. Bah bravo. Non, je suis fier même. Bah oui, t'as raison. C'est un seul truc vraiment solide, parce que la télé, grosso modo, hein, tu tournes le bouton, hop, c'est éteint. Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Et donc pour terminer sur ce côté politique là, donc tu nous disais François Hollande, tu as eu entre guillemets le malheur de dire qu'il avait fait des choses bien dans son quinquennat. Oui, et ben le lendemain c'était mais vas-y, sale gaucho, et t'as encore du truc de Hollande qui te coule au bord des lèvres, en plus très distingué. Hein. Non, mais ceux-là je les ai produits la semaine d'après. Parce que ça, j'avais jamais eu ça dans ma vie. Dans les jeux, j'ai pas eu vraiment l'occasion, si tu veux, de mettre en colère les gens de gauche, de droite, même si j'ai toujours été très humain, très humaniste, j'aime les gens, je suis empathique, machin. Mais ça a été fou. Et en fait, ça m'a pris par surprise, parce que à l'époque de Ciel Montmardi, même si je donnais mon avis, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Sur les jeux, pendant toutes ces années, il n'y avait pas matière à dire que j'étais... Et là, le fait que je m'affiche un peu sans être... Je suis pas un militant non plus, quoi. Enfin, je veux dire... Et puis, j'ai voté à gauche, parfois, je me suis fait niquer, comme tout le monde. Enfin, voilà. Mais je suis plutôt... voilà, comme ça.
Et là, depuis... Alors l'autre jour, par exemple, on a fait un débat avec plein d'éditorialistes. Et là, c'est devenu, ouais, bah, vous êtes des macronards. Bah, des macronards, machin. Là, j'ai répondu à un tweet, j'ai dit, mais il faudrait savoir. Non, mais tu vois... Soyez cohérent. Non, mais il faudrait savoir. Et puis, si ça se trouve, demain, on va faire une émission avec des gens de droite et on va nous dire, mais en fait, vous êtes des fachos. Enfin, n'importe quoi. En fait. Donc maintenant, ça me glisse. Mais comme je les ai un peu produits à l'antenne, en leur disant, les gars, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête pour que vous dépensiez cette énergie de prendre un téléphone, d'écrire une cochonnerie, de la corriger parce qu'il n'y a pas de faute, c'est quand même étrange. Parce que sur la proportion, vous êtes comme très nombreux à faire des fautes. Et de me l'envoyer, à moi qui suis vraiment le mec qui ne vous a rien fait, je dis, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Je dis, mais voilà, donc j'ai regardé la caméra et j'ai dit, je m'en fous en fait, hein, donc continuez, allez-y. Mais enfin, c'est fou, puis c'est très violent hein, quand même. Hein. Et même les commentaires sur les réseaux sociaux, non, c'est un peu dégoûtant en fait, parfois. Et l'anonymat, alors voilà, ça c'est un gros débat aussi. Hein. Ouais. Ça faudrait que moi, je suis contre. Moi, je suis un mec franc, donc je suis contre. Je peux ? Bah oui, vas-y. Je suis contre l'anonymat parce que ça permet les à gens des se cachent gens trop derrière, de en dire fait. tellement de saloperies. Puis ils peuvent briser des gens. Mais et puis regarde ce que ça fait sur les mômes et tout. Tu vois. Ça me fait peine. On en a parlé avec des créateurs. Et des créateurs de contenu. Ils m'ont fait remarquer à juste titre que c'était quand même, si on mettait fin à l'anonymat, c'était un danger pour la liberté d'expression. Parce que, par exemple, si jamais il y a des personnes qui veulent témoigner contre des attaques, contre des harcèlements, mais qui du coup peuvent pas vraiment le faire en leur nom, tu vois, les lanceurs d'alerte, non, tout bah ça. On pourrait le faire. Non, bah alors et donc c'est ça où pour moi, on pourrait retracer les adresses IP de tout le monde. Non, mais on pourrait dire c'est anonyme. Quand il y a eu on dit ça n'est pas anonyme. Mais en général, quand même, bizarrement, quand tu prends des sauts de merde, c'est anonyme. Oui, voilà. Bien sûr. Voilà. Non, mais en effet, je trouve que c'est trop facile. Et en fait, je me demande, tu vois, si à l'époque de C'est bon mardi, c'est ça ? C'est ça. L'autre jour, il y a un mec. Et Coucou, c'est nous, c'est ça ? C'est ça. Tu vois ? L'autre jour, je suis allé à la remise de Légion d'honneur d'une femme que j'aime beaucoup, qui est la femme d'un copain. Et il y a un monsieur qui avait un grand job dans une grosse boîte, qui était président, avec qui je commence à parler. Et le mec me dit, non, je suis très client, c'est mon mardi. Et depuis, vous avez refait de la télé ? Ça me fait trop marrer. J'ai 30 ans de carrière, mais bon, le mec il regarde pas, je m'en fous, mais ça m'a fait marrer quand même. J'ai dit oui, pas beaucoup, un petit peu. J'en ai vécu, ainsi que mes 80 collaborateurs et ma famille. C'est le principal. Et du coup, de ces deux émissions, je pense qu'il y avait peut-être autant de personnes qui pensaient ce que les gens te disent aujourd'hui sur les réseaux, peut-être un peu moins, parce que comme tu le disais, c'était peut-être un peu moins politisé, mais c'est juste que comme ils n'avaient pas un terrain d'expression pour le dire, en fait, c'était beaucoup moins violent. Et ça, c'est ce que j'essaie de me rappeler parfois quand il y a des critiques, quand il y a des attaques, c'est que je me dis, en fait, là, la seule différence entre maintenant et si j'avais pas les réseaux, c'est que là, je peux les lire, je peux le savoir, mais dans l'absolu, même s'il n'y avait pas les réseaux, le fait que je m'exprime, à partir de ce moment-là, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Oui, mais tout à fait. Bien sûr, mais je pense que cette possibilité de s'exprimer de manière dégueulasse, hein, parce que c'est sale parfois. Bon, d'abord, c'est surtout une certaine catégorie. Hein, je vois quand même beaucoup. Quand c'est l'autre jour, j'ai regardé un truc, c'était hallucinatoire. Je sais plus, ça concernait quelqu'un ou c'était passé un truc qui était quasi anodin et les commentaires, c'était que des fachos, quoi. Mais violents et racistes. Mais racistes. Et en plus, en fait, bizarrement, c'est ceux qu'on entend le plus. Mais quoi. oui. Tu vois, ils devraient en avoir honte, mais non. Oui, mais ça, c'est parce que malheureusement, ça s'est banalisé. Hein, on le voit bien dans le résultat des urnes. J'ai quand même envie d'avoir aussi ton retour sur les dents de scie dont tu nous parlais. Sur les dents de scie dont tu nous parlais dans ta carrière. Déjà, comment tu vis ton premier gros succès ? C'est encore même l'après-midi. C'est ça ? C'est ce qui fait de moi une vedette de télé, quoi. Ouais. Comment tu le vis ? Est-ce que là, tu as l'impression d'atteindre ce que tu recherchais ? Ah non, mais je recherchais pas ça, moi. Sauf que j'avais dit à ma grand-mère quand même, je ne sais pas pourquoi j'ai répondu ça doit être un esprit de compétition, je sais pas. J'avais dit, écoute, moi, si je fais de la télé, de toute façon, c'est pour être dans les 5 meilleurs. Tu vois, j'avais pas envie de faire de la télé pour faire de la télé, quoi. Oui, je pense que j'avais envie de devenir une vedette, de toute façon, c'est obligé, je pense, je sais pas. Alors après, t'as la chance que ça t'arrive ou pas, mais quand ça t'arrive pas, je pense que tu dois être très triste et pour certains... peut-être ça rend aigri ou je sais pas quoi. Mais donc tu vis très bien ce phénomène d'arriver... Ouais, je suis jeune. Non, j'ai pas commencé si jeune, hein, j'ai commencé tard. Je vis ça
Alors, sur mon lit de mort, je dirais que ce que j'ai eu de plus difficile à vivre dans ma vie, c'était la célébrité, déjà. Ce qui m'a empêché, par exemple, d'aller à la plage pendant 30 ans avec mes mômes, parce que j'ai pas envie qu'on me regarde à poil, j'ai pas envie voilà. Donc, mais ça m'a permis de faire découvrir le monde à mes enfants, en découvrant moi-même. Et la célébrité peut avoir, quand tu fais une émission comme Coucou qui cartonne, comme ça cartonnait, parce qu'on faisait 7-8 millions de personnes tous les soirs. C'était quotidien? Ouais. Et j'avais un gros succès. Enfin, oui. Puis les gens m'aimaient bien, puis j'étais à la mode, et puis voilà. C'était un peu en même temps que Bruel, quoi. Mais c'était pas au point de Bruel, mais... Patrick Bruel? Ouais. On a commencé en même temps. On a le même âge, on a commencé en même temps. Il a fait sa première chanson, la première année que je faisais de la télé, ça s'appelait J'en ai marre de cette nana-là. J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. Tu connais pas ça? Non. Bon, bref. Premier tube. Je suis allé voir Titanic avec une perruque, quoi. Et parce que pour faire la queue, comme tout le monde, et pas être... tu vois après, quand j'ai eu mon chien, c'était aussi compliqué. Ça. J'étais moins embêté, moi, mais comme les gens disaient, oh regarde, on dirait le chien de Chavannes, et puis ils levaient les yeux, ils faisaient, ah ouais. Et alors après, est né le téléphone avec le selfie. Donc là... Et les demandes... oui, mais j'ai jamais refusé de ma vie. Parce que c'est grâce aux gens que je suis là. En tout cas, que j'ai pu faire mon métier, que j'ai pu avoir plein de plaisir, m'acheter une maison de campagne. J'ai beaucoup travaillé. Hein. Et je connais plein de mecs de ce métier qui font non, j'ai pas le temps. Ou non, je suis en vacances. Je l'ai vu. Et donc, comment j'ai vécu cette célébrité? Je me suis acheté un Range Rover, tu vois, bien, pas du tout éco-friendly. Et je travaillais beaucoup. C'était 2h30 tous les jours. Je la vivais... c'était cool, oui, parce que moi, je connaissais pas. Moi, j'étais interdit de boîte toute ma vie. Pourquoi? Je rentrais pas en boîte de nuit, quoi. Puis là, tout d'un coup, c'était poussez-vous, laissez-le passer, ce qui me gênait un petit peu. Les gens étaient gentils avec moi, j'ai jamais reçu de cailloux en me promenant. Et est-ce qu'on s'y habitue vite? Parce que quand est-ce qu'ensuite tu connais une phase plus compliquée? Quand est-ce que tu vis ton premier échec? Tout dépend de l'échec, parce que Panique sur le 16, par exemple, que j'ai fait juste après, c'était encore même l'après-midi, ça marchait très bien, sauf que ça marchait pas assez pour les gens de TF1. Si tu faisais moins de 36%, t'étais de la merde. Bon, ça a changé, hein. Mais donc, ils ont arrêté l'émission, donc tu l'as pas vécu comme tel, quoi. Je l'ai vécu comme un truc de fou, mais pas comme un échec. L'émission n'était pas un échec en elle-même. Ça faisait pas 36% d'audience, ok. Qu'est-ce que t'as vécu comme un échec? Tu veux que je me rappelle des mauvais trucs, toi? Ouais, est-ce que t'en as tiré surtout, en fait, tu vois? J'ai une mémoire très sélective. Ok. Sinon, je serais en dépression encore plus tout le temps. Encore plus, donc tu l'as été. Tu l'es. Je crois que c'est un état chez moi. Ah bon? Ouais, je crois que c'est un état chez moi. Et t'as jamais été diagnostiqué? Non, mais je fréquente depuis 20 ans. Ça t'a aidé? Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Paf. Non, faut pas le dire. Ça m'a beaucoup gay. J'ai failli pas l'avoir, mais je l'ai. Ouais, je t'ai aidé. Et c'est psychanalyse, psychothérapie. Oui, psychanalyse, psychothérapie. C'est marrant. Non, c'est pas la même chose. Non, mais je sais que c'est pas la même chose. Tu fais un peu de tout. J'ai fait un peu de tout et j'ai papillonné. Hein, j'en ai eu 7. Je les ai fatigués. Ouais. Et puis je suis pas très assidu, c'est-à-dire que la dernière, c'est con, je l'aimais beaucoup, mais elle m'a viré parce que j'ai loupé quelques rendez-vous et elle a estimé que j'étais pas assez investi dans la thérapie. Ouais. Et il faut que j'y retourne là, franchement. Je suis à un moment de ma vie où il faut que j'y retourne. Donc voilà. Mais moi, je pense que tout le monde, à un moment donné, devrait aller faire un petit check-up pour voir, parce que c'est compliqué la vie, quelle qu'elle soit. Les gens, ils sont persuadés qu'on est assis sur l'état d'or et qu'on a des sirènes autour de nous et qu'on est assisté, qu'on a des jets. J'ai une copine avec qui j'ai dîné l'autre jour qui m'a dit, pendant une demi-heure, il y a un de ses copains qui l'emmerde, qui lui a dit, mais il est comment? Il a un jet, il est blindé. Je sais pas. C'est du voyeurisme. Ou de la jalousie, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, tu vois, la célébrité, elle induit plein de choses chez les gens. Un regard, un jugement. Le nombre de fois dans ma vie, si tu savais, par milliers, où j'ai entendu, ah, vous faites plus grand la télé. Alors quand j'étais de mauvaise humeur, ça m'arrivait de dire, toi, tu fais moins grosse. Puis après, je veux pas être méchant, donc j'ai arrêté. Mais parce que tu en as ras le cul au bout d'un moment. Mais c'est comme les mecs qui voulaient montrer à leur copine, par exemple, en boîte, ou que, tiens, je vais me faire de Chavannes, tu vois, genre, ils viennent, ils te font une vanne, ils te font tomber ta casquette, juste pour montrer aux filles que, voilà, quoi, alors ça finit en baston, c'est pas grave.
Donc non, la célébrité, avec un peu de personnalité, parce que c'est mon cas. Je ne suis pas sûr que tel ou tel autre animateur, que je citerai pas, on s'en fout. Moi, je suis un peu rock'n'roll dans ma vraie vie, en fait. Ils sont un peu plus bourgeois. Non, t'es un peu... Ça se voit à l'écran aussi, quoi. Ah ouais. Ouais, bah, ça se voit que t'es pas quelqu'un de rangé, on va dire. Ça a été quoi le moment le plus difficile de ta carrière? Il y en a eu plein. Je peux pas dire le moment. Si tu me demandes le plus joyeux, je pourrais pas dire non plus. Un moment où tu t'es dit, J'ai là, eu plein vraiment, de trucs c'est... extraordinaires et j'ai eu plein de trucs atroces. Franchement, ma vie n'est que... Up and down. Ouais, et c'est fatigant, hein. Et quand c'est down, c'est très down parfois. Et c'est même très très. Ça ressemble quoi à tes... Ça ressemble à tu deux travailles en down? larmes, tu dis ok, je vais plus gagner d'argent, donc je peux plus avoir ça, donc je peux plus tenir ça, donc je vais plus me payer mes pensions, donc je vais plus pouvoir remplir mon job vis-à-vis des employés, des collaborateurs. Comment je vais faire? T'es en panique. J'ai eu des problèmes d'argent dans ma tête, qui était une angoisse dont je me suis totalement débarrassé, mais qui a été très très prenante, alors que je suis parti avec moins 300 000. Hein. Mon père est mort, l'avocat a fait une connerie, et un jour j'ai reçu une lettre comme quoi je devais 300 000 à l'État, en francs, mais quand t'as pas une thune, c'est compliqué. Donc mon salaire a été saisi à Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2, et donc je suis allé à Europe 1 pour gagner un peu de thunes, pour pouvoir payer mon loyer et becter. Mais bon, j'ai eu pas mal de merde, mais j'ai eu des moments formidables. Mais on va dire que les moments de merde fatiguent plus. C'est un coup. J'ai beau être costaud, donc la succession de moments de merde que j'ai eu m'ont quand même bien tapé dans la couenne et dans la tronche. Et puis ma vie privée était un peu aussi très compliquée, avec des femmes qui étaient pas gentilles. Non, avec des femmes. Enfin, quand il y en a plusieurs, après, c'est peut-être pas la faute des femmes. Je les attire. Ça, c'est de ma faute de les avoir choisis, sûrement. J'avais pourtant des petites lumières qui s'allumaient, mais que j'éteignais aussi vite, que maintenant je ne ferai plus, avec l'expérience. Mais je me suis attiré des filles qui m'ont créé des complications dans ma vie. Et tu vois, quand tu te maries, que tu divorces au bout de 13 mois, ou 18 mois la première fois, 13 mois la deuxième, c'est que moi, quand je me suis marié, j'étais comme un ouf de bonheur, tu vois. Après, si tu divorces, c'est que t'es déçu. Et comment tu te relèves de ces déceptions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles? C'est compliqué. Parce qu'en plus, la récurrence rend ça encore plus compliqué, je trouve. La violence. Ouais. Non, la violence surtout, parce que c'est pas... Et puis quand il y a un enfant au milieu, qu'on utilise comme otage et tout ça, enfin, pas moi. Moi, j'ai une petite fille que j'ai élevée tout seul à l'âge de 8 ans. Enfin, elle avait 8 ans. Hein. La procédure a commencé en janvier 2000. Elle a fini en mars 2013. Mais on m'a emmené partout. Hein. On m'a emmené très loin. Hein. J'étais allé faire des examens. Les psys me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je dis, j'obéis au juge. Je suis là, mais vous avez rien à faire là? Je dis, non, moi, je sais à peu près qui je suis comme père, mais... Après, j'étais accusé de tout. J'étais accusé vraiment de grosses saloperies évidemment, je n'avais pas commises. Donc, c'était très compliqué à gérer. Tu vois, quand j'ai ramené ma fille, il fallait que je passe dans un cabinet médical pour la faire ausculter, pour être sûr qu'on puisse pas m'accuser de saloperie, etc. Tu vois, c'était sympa. Et t'en es sorti comment? Difficilement et fatiguement. Mais je veux dire, la justice a fini par reconnaître que t'étais innocent. Oui. Et puis j'ai élevé ma fille. Maintenant, elle a 24 ans. Elle va un peu mieux, mais je l'ai élevée seule parce que bon, elle est un peu dans l'abandonnite maintenant. Elle est un peu dans très, très affective, très sensible. Ça provoque des troubles chez les gens de vivre des choses comme ça, avec des moments difficiles comme ça. Bon, qu'est-ce que tu vas raconter dans ton bouquin? Des choses comme ça. De ce qu'on s'est pas dit, par exemple, s'il y a des sujets que tu vas... Si non, mais est-ce qu'il y a des sujets qui... Non, mais des sujets, t'es obligé de rentrer dans les détails. Lâché, voilà, je lâche un peu les chevaux, voilà. Mais quel genre de sujet? Tout, des histoires qui me sont arrivées dans le travail, qui sont absolument incroyables, où j'ai eu des propositions qui étaient même des escroqueries de la part de gens du service public à l'époque, de quand ma mère est morte, je raconte des choses... voilà, je sais pas si je parlerai de mes différentes expériences que j'ai pu avoir ici ou là, une fois de temps en temps. Cannes, c'était dingue, je présentais une émission tous les jours pour Canal, et je rentrais dormir à l'hôtel de 9h à 23h à peu près, 23h30, je me levais, douche, habillé, sorti, et je revenais à 6h, tous les jours. Et donc j'étais complètement décalé, et après je me couchais, je me levais à 11h du matin, donc je dormais 3h, je faisais la réunion de rédaction, j'allais bouffer vite, j'allais me coucher, je faisais l'émission, j'allais me coucher, puis je ressortais. Et un matin, je rentre, et il y avait le vigile du Majestic, qui était l'hôtel dans lequel je dormais, et qui me dit, ça va aujourd'hui? Je dis, bah oui. Il me dit, non, hier, parce que hier Christophe, vous cognez les murs. C'est pour ça que j'ai gardé cette expression. Ça m'a tellement choqué.
on puisse me voir dans un état de non-contrôle, parce que je suis un peu control freak, moi. Donc tu vois, les fils qui débordent, les machins, tout ça, ça fait partie aussi de mes emmerdements du boulot, parce que j'ai fait chier plein de gens, et où je suis passé pour un sale con, alors j'étais juste... je suis pas passé pour un sale con, je suis passé pour un emmerdeur, alors j'étais juste un peu perfectionniste, voilà. Et parfois, quand t'es trop perfectionniste, c'est chiant, pour les autres. Pour soi aussi, d'ailleurs. Ah ben beaucoup. Ouais. Mais tu peux savoir, moi, je vois, il y a une erreur de script dans un film. Non, mais je suis pareil. Le mec, il est comme ça, et le plan d'après, il est comme ça, je deviens fou. Ouais. Il a une clope là, ou là, et le coup d'après, elle est là, mais clac, en un plan, ça me rend dingue. Voilà. Donc, et je suis hyper acute. Ça veut dire, le nez, les oreilles. C'est-à-dire, en fait, si ça avait existé quand j'étais petit, et si j'avais été détecté, et si je me faisais tester aujourd'hui, je serais sûrement TDAH. Ah, sûrement. D'accord. Sûrement. T'as pas l'air pourtant, là. Eh ben, parce que là, je suis posé. Ok. Voilà. Je me suis fait de piqûres avant de venir. Et t'aurais préféré le savoir? Tu penses que ça aurait changé quelque chose de le savoir? Ma fille l'est. C'est pas facile. Non, parce qu'on m'aurait traité, on m'aurait filé des trucs et tout. Du coup, je me suis démerdé sans le savoir, hein, après tout. Mais je suis pas passé pour un mec simple. Quand j'ai demandé, là, par exemple, aux gens avec qui je travaille maintenant, qu'est-ce qui a précédé ma réputation quand vous m'avez appelé? En vrai, parce que moi, j'ai une réputation de tout. Hein. Cocaïnomane, chieur, mais des fausses réputations. TF1 un jour me dit, oui, t'es odieux avec les techniciens. Je suis peut-être le seul mec de plateau de ce métier qui connaît les techniciens avec qui je travaille par leur prénom. Le seul. Les autres, ils font semblant. Et tous les gens, les techniciens réels avec qui j'en parle, me disent, oui, toi, on sait que c'est vrai. Voilà. Les autres, le réalisateur, c'est qui? Je vais le voir. Voilà. Non, c'est des postures. Mais non, moi, je suis un gars vraiment sympathique, mais oui, un peu casse-couille. Oui, un peu casse-couille. La dernière femme à qui j'étais, qui m'a quitté, alors que je pensais mourir avec elle, tu vois, ça, c'est la première fois que je le dis. Oui, bon, c'était la femme de ma vie, quoi. Voilà. Enfin bon, bref, oui, elle me disait que j'étais hyper acute. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec des réals, par exemple, qui viennent me voir en disant, c'est super, mais tu vois les trucs avant nous, c'est chiant, quoi. Et moi, je le dis, ça, je disais, donc il y a des mecs très, très bien intentionnés, un jour, je sais plus sur quelle chaîne, qui avait fait un montage de moi dans une émission, et je m'étais mis un mouchard, c'est-à-dire j'avais mes micros pour l'antenne, et j'avais un mouchard qui n'était que pour la régie. Donc je coupais mon micro d'antenne, et quand je parlais là, il y avait ce micro-là qui parlait à la régie. Et je disais plan large, plan serré, regarde, tac, tac, parce que j'adore la réal en plus. Et donc les mecs avaient monté un sujet de 2 minutes, et c'était le seul animateur qui parle à sa veste. Et ben, c'était marrant, mais c'est vrai que ça fait partie des choses que les gens ont... Moi, je me suis frité avec des réals qui me disaient, mais fous-moi la paix, en fait. Je dis, oui, mais fais-le, alors. Tu vois? Ouais. C'est compliqué. Ouais, je suis très exigeant. Ouais. J'ai dîné avec quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, oui, que j'étais très exigeant. Mais je suis exigeant avec moi aussi. Souvent, l'un va avec l'autre. Ouais. Et du coup, quand t'as demandé au producteur... qu'est-ce qui te précédait dans ta réputation? Ils ont répondu quoi? Ah oui, très difficile. Et je dis, ben, il me dit pas du tout. Il me dit pas simple. Mais il me dit, tu serais simple. Mais qu'est-ce qui leur a donné envie de travailler avec toi? Parce que si jamais il avait juste eu comme retour, ce mec est hyper difficile, je suis pas sûr qu'il aurait accouru. Ils ont un peu vu mon travail quand même. Ouais. Et Léa, elle est de la génération, si elle m'a dit coucou, c'est nous quand même. Donc elle était, tu vois, elle était fan à l'époque. Et toi, t'aimais bien son travail? Oui. Ah bah j'y serais pas allé sinon. Oui, oui. Non, mais ça m'intéressait de voir de participer à sa transformation. De passer du politique à l'infotainment. Ouais, ça m'intéressait. Elle progresse d'ailleurs, vachement. Ouais, bah, je trouve que c'est assez admirable de pouvoir, de pouvoir maîtriser tous les sujets qui sont abordés pendant une émission pour pouvoir rebondir, interagir, couper. Enfin, c'est difficile. Oui, elle hein. connaît bien son taf. Ouais. Quelquefois, je connais des trucs qu'elle connaît pas, mais elle connaît bien son taf. Et tu connais très bien ton taf aussi. Ouais, je travaille. Ouais, ça se voit, ça se ressent. Et après, j'imagine que c'est aussi comme ça que tu es plus à l'aise, parce qu'arriver... Ah, mais j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je travaillais pas comme ça avant. Ah ouais. Non. Avant, j'arrivais... Mais j'avais un collègue, je disais, Patrice, un coucou, c'est nous. Je savais pas du tout. Alors j'arrivais à 6h20, je me faisais maquiller. À 7h moins le quart, on tournait un pré-générique avec Charles et Lulu. À 7h, on était à l'antenne. Je connaissais l'invité, voilà. Et je ne savais rien. Mais ça, c'est parce que j'adore improviser aussi.
Ça, c'est ma came. Et comment tu progresses? Ça s'appelle faire des heures. D'accord. Moi, je suis meilleur pilote d'hélico au bout de 1200 heures qu'au bout de 50. Donc, c'est une question d'heures. Je pense que tu fais mieux l'amour après des centaines d'expériences qu'après des dizaines. Je pense que tout est un peu une question d'heures. De pratique. Oui, et puis de chercher aussi... Denisot, au tout début, quand j'ai commencé, je travaillais avec lui à Canal, et il se foutait de ma gueule, parce que dès que j'avais fini, je montais, j'avais 5 minutes par semaine. Hein. Et je montais et je regardais. Et lui, il me disait, ouais, vas-y, branle-toi, machin, tu vois, enfin voilà. Et en fait, non, c'était pour voir tout ce qu'il fallait pas faire. C'était tout ce que je faisais que j'aimais pas. Mais je pense que le plus simple quand on fait mon boulot, c'est d'être comme t'es là, quoi. Le plus soi-même possible, c'est ça qui est intéressant. La posture, c'est chiant, on va pas dire... Mais... On va pas le dire. Écoute, j'ai 3 dernières questions pour toi. Si jamais tu avais une ressource à conseiller aux personnes qui nous écoutent, ça peut être un livre, un film, une émission, voilà, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a touché. Qu'est-ce que tu recommanderais? Oh là 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 là. Alors, je pense que ça doit être un des rares... oui, non, mais Schopenhauer, c'est tellement chiant. Mais c'est très, très, très intéressant, très chiant. L'art d'avoir toujours raison. C'est de qui, juste, l'art d'avoir toujours raison? Schopenhauer. Ok. Mais sinon, mais c'est très chiant. Il faut vraiment s'accrocher dedans. Ouais, il faut aimer vraiment la philosophie chiante. Non, je suis pas un très grand lecteur, alors en bouquin, je suis un peu compliqué. Ça peut être un film, ça peut être un podcast, à part De Chavannes cherche copain, que je vous recommande quand même. Ah oui, dont on n'a pas parlé, dis donc. Bah on n'a pas parlé, mais bon, je viendrai dessus, donc... Je sais pas, je vais voir. Tu m'as demandé déjà. Christophe, ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Il y a une date de prise? Évidemment que tu viendras, c'est moi qui te l'ai proposé en plus. Et oui, t'as peur, hein, tu vois, ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, tu te dis, oh là là, mon Dieu, elle est en train de se faire inviter, les gens vont penser ça, nana, tu vois? Ouais, mais moi je le reconnais. Bah oui, mais faut pas. Il faut arrêter ça. À l'heure des réseaux sociaux, c'est très dur. Eh ben oui, mais il faut pas. Sinon, t'es plus toi-même, merde. Mais je le suis quand même. Oui, mais quand même. Mais en effet, j'ai un petit contrôle. Oui, mais alors moi, je suis control freak dans la vie, donc. Bah moi aussi. Même la couleur de la banquette du taxi, tu vois. Enfin bon, voilà. Mais donc, qu'est-ce que tu as à me recommander? Oui, alors qu'est-ce que je pourrais proposer? Alors. Tu vois, est-ce qu'il y a un film qui t'a fait pleurer? Les Marseillais, non, je sais pas quoi. Grillé. Déjà, tu connais pas le titre. Non, parce qu'en fait, il y a des films cultes que les gens de ta génération ne voient pas, n'ont pas vu, à part les vrais cinéphiles et tout ça, et qui sont. Alors tu vois, regarde, tiens, je vais conseiller un film là. C'est complètement con, hein. Tu crois? Moi, je l'ai regardé il y a un mois. Et j'ai découvert le fond du film, alors que je pensais que c'était un film d'aventure à la con. J'ai découvert un truc, c'est pas un grand film, mais je me suis fait tellement surprendre par le fond, et j'ai trouvé que c'était formidable. Tu crois voir un film d'aventure au départ, tu vois, il y a un mec qui prend de la coke, il baise avec une meuf, il est avec l'hôtesse de l'air, il est commandant de bord, il se fait un trait, il boit un coup, et hop, il va prendre l'avion, machin, blablabla. Et il se passe ce qui se passe. Et en fait, tu arrives dans une histoire qui est une vraie histoire sur l'alcoolodépendance. Et alors que tu pars sur un truc genre l'avion qui se pose sur le fleuve machin, j'étais super agréablement surpris parce que tu pars sur un film d'action et tu arrives finalement sur un film de fond. Bon, moi ça m'a parlé et pour cause, comme je te dis pour mon père, mais tu vois le mec, il prend une petite fiole en loose day dans le truc des passagers, tac, il se la met en son jus d'orange, enfin tout ça, et tout ça finit bien sûr par un procès, un machin et tout, et ben ce film est formidable, voilà. C'est une super recommandation. Oui, mais alors, c'est... Si, moi je suis pour... L'alcool est super dangereuse, donc... Oh, mais c'est ce qui monte dans le film, non? Non, mais oui, bien sûr, donc c'est très bien. Parce que, et puis je sais que les gamins, ils boivent de plus en plus tôt, de plus en plus, de plus en plus souvent. Il y a des gamins qui vont bourrer à l'école, il paraît. Enfin, c'est comme la cocaïne, il paraît que c'est plus facile de trouver de la cocaïne que de la weed. Alors, à mon époque, c'était pas le cas. Oui, non, maintenant. Mais bon, c'était pas il y a très longtemps, tu vois. Moi, j'étais au lycée il y a 7 ans. Et ben moi, on m'a dit maintenant, c'est plus facile de trouver de la coke que de la weed. C'est fou. Ouais. Donc, et d'ailleurs, le nouveau marché des narcotrafiquants, j'ai lu plein de papiers, dont un très long, dans l'IB il y a un mois et demi, sur le port d'Anvers. Et c'est l'Europe maintenant qui est visée par les narcotrafiquants et plus du tout l'Amérique. Parce que l'Amérique, ils sont branchés plus Médoc, maintenant. Ils se défendent au Médoc. D'accord. Ouais, ce qui est super aussi. Je voudrais quand même proposer aussi quelque chose, je sais pas, il faut voir, à un moment donné, moi j'ai fait ma culture cinématographique des films des années 50-60 comme ça, en loose day dans ma chambre, en branchant une fourchette, enfin bon bref, ça je le raconte en bouquin. Mais il faut voir des films comme L'Homme au bras d'or par exemple. Et c'est des années 50, donc c'est hyper incroyable. Et c'est un pianiste qui est joué par Frank Sinatra et qui est héroïnomane.
Donc ça, c'est un Tu veux nous déprimer, en fait. Ouais. T'as vu Requiem for a Dream ? Oui. Ce film m'a traumatisé. Ah là là, mais oui, mais il y a longtemps. Je n'ai jamais touché à la drogue, je pense, grâce à ce film. Ah, super. Ouais. Super. Mais déprimant, hein, par contre. C'est pas de Polanski, d'ailleurs ? Non. Oh, mais tu pourrais quand même parler d'une œuvre malheureusement faite par un balance ton poireau ou pas ? On en a parlé avec Léa à la fin du podcast, où je demandais si elle pouvait recevoir Polanski, parce que c'était juste après l'année des Césars. Moi, je trouve ça honteux qu'on ait donné le César à un homme. 7. Mais cette année-là où mais comme tu vois, il y a eu 7 accusations sexuelles reconnues coupables. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Voilà, moi je sépare pas l'homme de l'artiste. Tu vois, je veux bien qu'on continue à regarder ses œuvres, allez, pourquoi pas, mais le récompenser, je trouve que ça envoie un message. Ça envoie un message de caution, de tolérance de criminels. Tu vois, la récompense, je trouve, c'est aller trop loin. Je ne pense pas que ça cautionne ce qu'il a fait il y a 40 ans ou 30 ans. Alors il fallait pas nominer le film, ça c'est autre chose. Voilà. Enfin, y a tellement d'autres bons films réalisés par des personnes qui n'ont agressé sexuellement personne que... Moi, tu vois, j'avais 18 ans, je me suis retrouvé avec une fille tout nue dans mon lit. Je me suis retrouvé avec une fille dans ma chambre, toute nue dans mon lit. Bon, moi, à 18 ans, quand t'as une fille toute nue, jolie dans ton lit, je veux dire une fille toute nue dans ton lit, a priori, t'es excité comme un rat. Hein. Et donc, j'ai voulu faire l'amour avec cette fille qui, tout d'un coup, pour des raisons, honnêtement... un peu étrange parce qu'elle était quand même toute nue dans mon lit, m'a dit non. Et comme j'étais quand même excité comme un rat, j'ai essayé. Et elle m'a dit non. Et tout d'un coup, je revois la scène, je me suis dressé sur mes bras et à voix haute, j'ai dit « je suis pas un violeur ». Je me suis dit. Et donc ça s'est arrêté là. Et je pense que si je n'avais pas été éduqué comme j'ai été éduqué, je pense que si mon père ne m'avait pas dit « on touche pas à une femme même avec une fleur », je pense que si on ne m'avait pas donné des règles de base, de pensée, de respect pour les femmes notamment, pour les gens en général, mais pour les femmes surtout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans l'excitation dans laquelle j'étais, tu comprends ? Et je pense que ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que je n'excuse évidemment rien ni personne. Et je connais des cas dramatiques. Mais j'ai eu de la chance d'être bien élevé. Oui, et c'est pour ça que pour moi, on doit apprendre le consentement à l'école. Bien sûr. Parce que, tu vois, ce que tu dis, c'est évidemment... déjà des cours de sexualité aussi. Oui, déjà des cours de sexualité qui sont censés être pris depuis plusieurs années et ce n'est pas respecté. C'est ridicule, c'est grotesque. Mais c'est juste que non veut dire non. Alors maintenant, je vais passer pour un vieux con, mais le cours d'éducation sexuelle maintenant, si c'est ce que tu trouves sur ton téléphone en faisant 3 clics, c'est un drame. Mais c'est le cas. Hein. C'est un drame pour les filles qui font des trucs maintenant à 15 ans que j'ai découvert moi quand j'en avais 35 et encore en me disant waouh, qu'est-ce que c'est que ça, parce que c'est l'exemple qu'on leur donne. Si elle fait pas ce qu'elle voit dans les films, elle va se dire oh là là, on va penser que je suis nul. Si les mecs ne demandent pas ça, ils vont dire oh là là, mais ils vont penser que je suis... ils ne vont pas être excités parce que ce qu'ils auront vu non, mais c'est un dans drame. les pornos... Non mais c'est un drame, un drame. Le porno c'est un drame. Ouais. Un drame, vraiment. Et là ils vont essayer de faire passer une loi à l'échelle européenne où ce sera obligatoire de rentrer, je crois, je sais pas si c'est ta carte d'identité ou quelque chose qui prouve que tu as bien plus de 18 ans pour aller sur les sites, ce qui me paraît normal parce que même à 18 ans à 18 ans c'est dommage, c'est un minimum. Mais bon, après tu fais ce que tu veux, mais les mineurs c'est pas là quand il y a normal. marqué oui j'ai 18 ans, moi j'imagine tu vois le gamin qui met oui avec la main gauche et avec la main droite qui fait autre chose voilà. Et il a 16 ans voilà, ou moins, c'est ça le pire. Ça peut être 13, ça peut être... moi, j'ai un petit garçon que j'aime beaucoup. Alors, j'ai dit ça le jour tout le monde avec la tête. J'ai un petit garçon que j'aime beaucoup, qui est mon beau-fils. Eh bien, il a arrêté de regarder des pornos. Il me l'a dit lui-même. J'en connais aussi. J'ai dit super, bravo. Parce qu'il m'a dit, ouais, en fait, ça me dégoûte. Il a quel âge ? 15. Ouais. Donc, j'ai dit top. Tu peux pas faire mieux comme décision que d'arrêter de regarder ces merdes qui vont de toute façon te défoncer ta vie sexuelle normale. Parce quelle est la plus jolie chose dans la vie, si ce n'est de découvrir petit à petit ta sexualité, celle de l'autre, celle de la personne que t'aimes, ou de la prochaine, ou machin, et de te découvrir doucement, et tout ça, parce que c'est quand même le sel de la vie, le cul. Hein. C'est quand même le sel de la vie, le cul. Ouais. Et l'amour, hein, même. Dans le cul, je dis l'amour. Hein. Non, mais c'est vrai, moi, dans ma vie, c'est très important. C'est très important. Bon, merci pour ce petit rappel. Christophe, si tu pouvais entendre une personne au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Caroline Forest ? Ah, bah c'est prévu. Eh ben c'est très bien. Ouais. Et elle est passée sur quelle époque, je crois ?
Oui, je l'aime beaucoup. Et je vais l'inviter aussi dans mon podcast dans De Chavannes cherche copain. D'accord. Mais tu vois, j'ai hésité, moi, à l'inviter au début dans cette volonté d'être politiquement correct. Parce que c'est une volonté d'être politiquement correct ici. En fait, non, mais pas moi, du tout. Je l'ai pas été du tout. Mais là. non, mais pas du tout. C'est moi. Tu vois, moi, en fait, j'ai pas envie de recevoir des personnes et qu'après, des gens me disent, et ça arrivera. Bah, avec moi. Non, pas avec toi, moi, mais avec dit... Caroline Forest, il y a des gens qui me diront je dit... suis déçue parce qu'elle est par certains considérée comme étant islamophobe, alors que pas du tout, si jamais on regarde vraiment ses ouvrages, etc. Mais donc, par volonté, tu vois, vu que moi... Et d'ailleurs, tiens, attends, on va finir là-dessus, parce que j'ai lu, j'allais dire, moi, je recherche pas à être polémique. Moi, je recherche vraiment à ouvrir le débat, réfléchir, remettre en question et ne pas trouver de réponse, mais au moins inviter à se poser des questions. Est-ce que de temps en temps, ne pas se prendre au sérieux aussi? Qu'est-ce que c'est se prendre au sérieux? C'est ce que tu viens de dire. Ce que je trouve, ce que je critique pas. Mais tout ce que tu viens de dire, c'était être sérieux. Être sérieuse. Oui, non, oui, mais moi j'ai dit ne pas se prendre au sérieux, ça veut pas dire se prendre au sérieux. Je suis sérieuse, mais je pense pas me prendre au sérieux. Par exemple, je suis pas du tout susceptible. Tu peux me dire n'importe quoi, à part si c'est de la haine, hein, mais tu vois, genre vraiment, je suis très contente, je ne suis pas du tout susceptible. Et j'ai pas peur d'être tournée en ridicule, j'ai beaucoup d'autodérision, mais après je suis quelqu'un de sérieuse, je vais pas mentir. Hein. C'est pour ça que moi je fais pas de divertissement, quoi. Et je critique pas, le divertissement est nécessaire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est moi je pense qu'on peut parler de choses les plus importantes en déconnant. Hein. Ouais. Enfin, tu vois, quand je dis un des sels de la vie, c'est le cul, enfin je veux dire. Mais d'ailleurs, ça me fait rire. Hein. C'est évidemment grossier dans le sens littéral du terme. Hein. C'est pas grossier en soi. Enfin, c'est gros, tu vois ce que je veux dire? C'est quand on dit quelque chose qui est un peu grossier, exagéré, quoi. Voilà. Oui, voilà. Évidemment, c'est pas un peu, c'est complètement. Mais c'est drôle. Mais moi, je crois qu'une vie sans sexualité, pour le coup, c'est une vie très triste, hein, aussi. Écoute, moi, c'est pour ça que j'aimerais bien recevoir aussi, pas les curés, parce qu'on va pas savoir si c'est quelqu'un qui fait le droit ou pas, mais des sœurs, des religieuses, ne serait-ce que. Une religieuse, c'est intéressant. T'as vu le film de Gad ou pas? Oui. Tu vois, sœur, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. La sœur dans le film. Elle est géniale. Elle a l'air hyper heureuse. Ouais. Mais tu vois, ça m'intéresse justement pour remettre potentiellement les idées reçues qu'on a comme elle étant. Elle est sympathique en tout cas. La sexualité, c'est essentiel pour le bonheur et tout. Bon, bah, il y a des gens. Non, quand t'as un bonheur supérieur, ça a l'air. Sauf cas contraire. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, il y a quelques cas. Bon, on peut te parler de la chasteté. Ah, tu parlais de ça, pardon. Oui, on peut parler de la chasteté des curés aussi. D'ailleurs, tu as vu, il y en a un qui vient de quitter les ordres pour partir avec une paroissienne. Au moins, il est. Au moins, il est raccord. Voilà, au moins, il est raccord, exactement. Il a le mérite d'être cohérent. Mais j'avoue que ça aurait été probablement, si j'avais voulu être curé, hein, ce qui n'était pas tout à fait le cas, mais ça aurait pu être quelque chose de rédhibitoire. Oui. Chez moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu ne l'es pas en partie. C'est la seule. Ouais. C'est la seule raison, moi, parce que sinon, toi et Dieu, c'est. Ah, bah sinon, puis en plus, moi, en tant que feu, si tu veux, curé, ça n'aurait pas été un problème du tout. Donc. Non, voilà, tout est dans la cohérence. Enfin, feu, je baptisé, hein, donc c'est un bordel sans nom. Non, je suis feu, moi. D'accord, non, mais là, j'avais compris que c'était pas du second degré. Ouais. Mais baptisé, c'est vrai ou pas? Ah oui, c'est un problème, puis je m'appelle Christophe aussi. Et alors? Ah bah, Christ. Demande à ma mère. D'accord, ouais. Ah oui, non. Et du coup, qui était juif et qui était catholique? Ma mère, en plus. Ah oui, ta mère était juive, ton père catholique. Voilà. Ah bah oui, je suis Et il t'a baptisé en secret? Non, pas du tout. C'est ma mère qui m'a appelé Christophe et qui a voulu me baptiser et qui était dans un déni total. Oh là là, c'est une grande histoire. Elle aurait bien aimé le film de Gad aussi. Je suis pas sûr, non. Non, je suis pas sûr. Non, parce que non, c'est très compliqué. Non, j'ai découvert que ma grand-mère, qui était une des femmes que j'aimais le plus au monde, j'ai découvert il y a 2 ans, même pas, en déjeunant avec un vieux cousin que j'avais jamais vu, qui a 75 ans, qu'il n'était pas impossible qu'elle soit antisémite et très juive. Donc ça existe. Mais que ma grand-mère à moi soit antisémite, ça c'est quelque chose qui m'a fait... J'ai pris un coup de batte de baseball dans la gueule, si tu veux. Mais comme je traite tout avec un peu de dérision, parce que sinon on ne s'en sort pas, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, et ne pas se prendre au sérieux, c'est parce que j'essaye en fait, même les choses les plus graves, de ne pas prendre au sérieux. Sauf, tu vois, là par exemple, l'Ukraine, je le prends très au sérieux. Sauf le réchauffement climatique, c'est ce qui me fait le plus peur depuis 30 ans. Ce qui me fait le plus peur de tout, depuis 30 ans, c'est ça. C'est de voir des bouts de banquise qui se décollent. Ça te rend pas dingue que les médias en parlent si peu, les médias traditionnels? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a une grosse mobilisation, etc. Ouais. Mais en vrai, à la télé, dans la presse... Mais quand la télé fait une émission sur l'environnement et le réchauffement climatique, elle fait une audience de merde. Le problème est là. Le problème, c'est le capitalisme, en fait. C'est comme Tahiti. C'est comme le sida. Le sida, ça ne concerne pas les gens. Le truc des Noirs, ça ne concerne pas les gens. Quand Tahiti a eu son séisme épouvantable,
comme celui qui est en train de vivre en Turquie, en Syrie. Ouais. Il n'y a rien de pire que comme catastrophe naturelle. La pire, c'est le séisme. Et surtout dans des pays où les immeubles ne sont pas tout à fait bâtis avec les conditions nécessaires pour résister à un séisme. J'ai eu un tremblement de terre en Amérique, je peux te dire, mon immeuble, il prenait 2 mètres comme ça j'ai eu la peur de ma vie, ça, mais... C'était où, à Floride ? C'était à Napa Valley. Ouais. Non, c'était à Napa Valley, et j'ai vécu ça en direct. Enfin, je me suis retrouvé à poil au milieu de la rue, et j'avais eu le temps de faire tout mon packing. Enfin, on s'en fout de moi, je te raconterai ça dans mon bouquin. Moi, j'ai proposé 1001 émissions à TF1 à l'époque sur l'environnement, sur le réchauffement, sur la planète qui meurt doucement, enfin qui va nous péter à la gueule de toute façon. Donc je ne sais pas ce que tu vas vivre. Moi, je vais voir déjà un début de bordel, toi encore plus. Alors, mes petits-enfants, je n'ose même pas y penser. Et il y a plein de gens de ton âge qui ne veulent pas faire d'enfants. Ouais, je sais, ouais. Plein. Et je les comprends. Qu'est-ce que tu vas foutre tes enfants dans un merdier pareil ? Donc, c'est affreux. Oui, donc Tahiti. Tahiti a ce truc, et je dis à TF1, ok, moi, je veux faire une spéciale Tahiti. Non, ça n'intéressera personne. Ok. Donc moi, j'ai un prime dans 15 jours, 10 jours, 8 jours, je sais plus. Je vais faire le prime que je dois faire, qui était, je sais pas, la soirée de l'étrange, ou bête de scène, enfin, des trucs que je faisais en direct. J'ai dit, mais on va faire une émission spéciale Tahiti, je veux un numéro de téléphone vert, je veux un numéro de compte machin Croix-Rouge, je veux qu'on monte tout ça, pour pouvoir, toute l'émission, alerter les gens, pour aider Tahiti. On a eu 1000 balles. Enfin, j'exagère, mais on n'a eu rien. Parce que c'est loin, Tahiti, les gens s'en foutent. Les Américains, quand ils ont déboulé là-bas, pour pas s'emmerder et pour pas que ça... Il y avait un concours de docteurs, c'était affreux, j'ai découvert ça après. C'est-à-dire que les nations sont allées aider, les Américains, évidemment, presque en premier. Sean Penn est beaucoup allé là-bas, il a fait des trucs formidables. Pour ne pas perdre de temps, plutôt que de soigner un gars, il l'amputait. Donc tu as un nombre de gamins qui ont été amputés, mais qui ne devaient pas l'être. Une cheville pétée, amputée. Une mauvaise entorse, amputée. Non. Je te jure. Parce que c'était le combat des médecins qui faisait le plus de débit, quoi. De toute façon, l'humanité est très, très arbie. Écoute, Christophe, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Et alors, je serais absolument incapable de te répondre, parce que comme je n'y suis pas parvenu, c'est pas faute d'essayer. Tu vois, lâcher prise, par exemple, je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Eh ben, je pense que c'est un des meilleurs premiers symptômes pouvoir obtenir pour prendre le pouvoir de sa vie, c'est de savoir lâcher prise. Je pense. Parce que c'est très difficile. Mais c'est pour ça que les drogues existent. C'est parce que les gens qui prennent des drogues, tout d'un coup, ils lâchent prise. C'est pour ça que c'est très bon, la drogue, et que c'est très grave. Tous les toxicologues que je connaisse, ils disent, mais tous les mecs qu'on a en face, on se dit, putain, c'est bon, Mais c'est pour ça que c'est emmerdant. Et alors, le drame, c'est que les drogues sont moins dangereuses que l'alcool, parce que les gens qui, parfois, aussi sous l'emprise de l'alcool, trouvent une espèce de relâchement, de lâcher prise. Alors, le drame, c'est quand il part le lâcher prise dans la violence. Mais ça, c'est encore autre chose. Et c'est clairement pas prendre le pouvoir de sa vie, ça. Mais... clairement pas. Mais c'est un des problèmes de l'alcool, malheureusement. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'alcool mauvais, comme on dit. C'est fou d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on dit de l'alcool ? On dit que l'alcool fait ressortir la nature profonde de la personne. Et donc tous ceux qui ont l'alcool mauvais, ça veut dire qu'ils sont mauvais, sans avoir bu ? Je pense que c'est une grosse vérité générale, cette maxime. Non, ça désinhibe, dis donc. Oui, ça désinhibe, mais ça veut pas dire que c'est vraiment qui on est. Enfin, par exemple, moi je sais que quand je bois beaucoup, je vais être particulièrement joyeuse et Toi, oui. Voilà, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit symptomatique du fait que je suis quelqu'un de profondément joyeux. Non, mais par exemple, parfois j'ai envie de dormir, je vais juste dormir. Tu lâcheras plus prise, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Je dis des choses parfois qui ont l'air un peu définitives, mais qui évidemment doivent être prises dans toute la mesure de 100%. Non. Je dis jamais que des choses, même si je dis des choses où on a l'impression que je dis des choses définitives pour 100% des choses, des gens, etc. Non, c'est nuancé. Je fais la barbelle à la nuance, même si ça se voit pas. Écoute, merci beaucoup Christophe, c'était très chouette. Je sais pas. Si, c'était très chouette, tu verras. Si vous nous écoutez encore, envoyez un petit message à Christophe pour le rassurer. Ça veut dire qu'ils se sont fait chier. Tu regardes, non mais parce que là on est à 2 heures Christophe.
Donc oui, ceux qui sont là jusqu'au bout, c'est les vrais. Ben, n'hésitez pas à écouter De Chavannes cherche copain. N'hésitez pas à m'envoyer un courrier si vous voulez. Un courrier ou un DM, tu sais, un peu plus non, digital. un DM, pardon. Ouais, je t'envoie un message privé. Oui, voilà. Et puis même, vous Insta. pouvez me contacter sur les réseaux, sur Insta, sur mon Twitter. J'ai 243. J'ai pas 3 millions comme certains, mais au moins j'en achète aucun, moi. C'est bien. Voilà. Fidèle à toi-même. Voilà. Christophe. Et puis ils sont tous à peu près, ils disent des choses à peu près sensées, drôles. Merci beaucoup Christophe, et puis à très bientôt. Parce que c'est coup, pas un site de rencontre ici. Ah non, désolé. C'est quoi? C'est l'environnement qui t'a fait penser que les bonbons peut-être? Les bougies, puis les deux filles en maillot de bain à l'entrée. Est-ce que ça tu te dis pas, hein, Non, c'est vrai, on est quand même dans une ambiance très boudoir. Très limite. Bon bah allez, let's go, hein, Crazy Horse. Allez. Bon allez, on embrasse tout le monde alors. Bonne soirée. Et j'embrasse les filles et je salue les gars, comme je fais d'habitude. Et je dis, cassez les meubles, faites les fous et sortez couverts.